Salut, c'est Régis. Petit instant promo avant de lancer l'épisode avec Lou. Si vous voulez me voir sur les plateaux, toutes mes dates sont sur mon Instagram, donc Régis Canon humoriste. Comme tous les mardis, j'anime une soirée au Réservoir. Le Réservoir Bar, c'est dans les Marolles à Bruxelles. C'est une soirée où les humoristes viennent tester leurs blagues pour la première fois. J'adore cette soirée, c'est vraiment ma soirée préférée. J'adore l'animer. Je prends beaucoup de plaisir à parler avec les gens dans le public. Toujours une soirée qui m'éclate, qui me donne du baume au cœur à chaque semaine. Donc il reste 4 soirées. On termine le 25 juin avec la dernière. Ça serait cool que pour les dernières, il y ait du monde dans la salle. Ça serait chouette que ça soit rempli, qu'il y ait plein de monde, que les gens passent un bon moment. Et sinon, le 29 juin à 20h, le What the Fun organise une soirée avec 50 humoristes. 50 humoristes qui doivent chacun faire 1 minute 30 de passage, 1 minute 30 sur le sujet de leur choix. Ça va être trop bien, c'est l'occasion de découvrir 50 humoristes à Bruxelles. Ça se passe au Spirito, c'est une salle que je ne connais pas encore mais que j'ai hâte de découvrir. Ça va être trop bien. Et potentiellement, je vais enregistrer un épisode à ce moment-là, donc j'espère que ça va se faire. Ça serait trop bien. Ça va être l'occasion de finir la saison en beauté, de pouvoir partager un moment avec beaucoup d'humoristes. Je pense que ça va être une super ambiance. J'ai hâte de le faire. Donc voilà, je vous laisse avec l'épisode avec Lou. J'ai trouvé cet épisode super chouette. N'hésitez pas à partager l'épisode, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, à mettre des commentaires si vous l'écoutez sur YouTube. N'hésitez pas bien sûr à aller voir Lou en spectacle. Si vous allez le voir, envoyez-moi une photo de vos tickets. Ça me ferait trop plaisir de voir que le podcast a permis que plus de gens découvrent ce qu'il fait sur scène. Allez, bon épisode. Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui je reçois un humoriste qui me fait pleurer de rire. J'ai appris récemment que son nom signifiait Petit Valet d'écurie et je voulais le placer dans le podcast à un moment donné. C'est fait. Je reçois l'incroyable Lou Trottignon. Comment ça va ? Ça va, j'ai fait une insomnie, mais je suis content d'être là. Ça va. Merci beaucoup de m'accueillir dans ton hôtel. Très classe, auquel on peut pas dépasser l'heure. Mais c'est très gentil. Avec plaisir. Est-ce que toi-même, t'es consommateur de podcasts ? Tu m'as dit juste avant que non. Pas spécialement en tout cas. Ouais, j'en écoute peu, mais il y en a certains que j'aime beaucoup, notamment Les gens qui doutent de Fanny Ruet, ouais. J'avoue, mais en fait j'ai un problème de l'attention, du coup j'ai du mal à écouter longtemps les choses. Je comprends. Moi c'est parce que, comme je te disais, c'est beaucoup j'écoute en voiture ou pour les épisodes, donc je prends plein de notes, donc ça aide à la concentration aussi. Mais ce podcast, je te l'avais proposé après la soirée de l'Atout Comedy Club et de la Meetup. Est-ce que tu peux parler un peu de ce qu'est la Meetup Comedy Night ? La Meetup, du coup, c'est un plateau que j'ai créé au tout début de quand je commençais le stand-up, que j'ai créé dans l'un des plus vieux bars queer de Paris, donc queer LGBTQIA+, quoi. C'est un bar de 10 ans et j'ai monté ce comedy club parce que je trouvais qu'il y avait pas assez de personnes queer sur scène. Je me suis demandé pourquoi et je me suis rendu compte que c'était parce qu'il y avait très peu d'endroits safe pour les jeunes personnes queer de se lancer. Par exemple, quand t'es trans, quand t'es une meuf trans, bah, si tu vas dans un comedy club lambda et que tu dis que t'es trans, c'est beaucoup, quoi. Et du coup, j'ai voulu créer cet espace avec que des queers sur scène, que des queers dans le public. En vrai, non, mais c'était un peu ça la vibe. Et puis, ça a vraiment pris très, très fort. Ça doit faire 2 ans maintenant. C'est toujours complet. Il y a des malaises des fois. On dirait que c'est horrible, mais c'est trop bien. Donc, c'est vraiment, voilà. Et puis, du coup, on l'a emmené à Bruxelles pour faire rencontrer les artistes parisiens, quoi. Ouais. Et faire un peu un échange, faire une rencontre entre deux, avec l'Atout qui a un peu la même volonté. Voilà, c'est ça. Féministe et tout, ouais. Et d'ailleurs, elles étaient venues à Paris à la Meetup aussi juste avant, ouais. Et donc le bar, c'est la Mutinerie ? C'est ça, le bar, c'est la Mutinerie, ouais. Pour mentionner le nom, on va revenir sur la Mutinerie parce que ça revient souvent dans ton parcours. Et oui. Bien entendu. Mais au moment où on enregistre, donc tu es à Bruxelles à nouveau, tu es venu jouer ton spectacle qui s'appelle Mérou, avec lequel tu es en tournée. Hier, tu as joué 2 sessions au Kings of Comedy Club. Comment ça s'est passé ? Franchement, ça s'est très bien passé. Cool. La première session, les gens étaient pas trop habitués au stand-up, donc très timides. Donc c'est marrant, il faut savoir que les queers, ils applaudissent en claquant des doigts. Et du coup, quand ils connaissent pas le stand-up, j'entends juste des petits criquets dans la salle, quoi. Oui, ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui font ça, et je suis obligé, quand je suis MC, de leur dire applaudissez, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, et c'est trop chiant. Moi aussi, j'ai trop envie qu'ils applaudissent, alors que je sais que claquer des doigts, c'est très important dans notre communauté. Mais en fait, on est un spectacle de stand-up, genre donnez-moi de l'amour. Et en plus, des fois, on les entend pas aussi. Ouais, il y a quand même un simple fait que ça fait moins de bruit. Oui, c'est ça. Moins. C'est ça qu'on veut dans le stand-up, juste savoir si ça se passe bien. Oui, c'est ça. Ils entendent des petits claquements de qu'est-ce qui se passe. Mais c'est ça. En plus, moi, je suis très anxieux, même sur scène, et j'en parle sur scène. Et du coup, genre, j'étais là, vous êtes là. mais en vrai, ils étaient adorables. Très, très à l'écoute. J'avais un premier rang de personnes qui ne savaient pas du tout ce que c'était la transidentité. Ok. Et c'était grave cool.
de leur parler du coup. C'était intéressant. Mais du coup, ton spectacle fonctionne bien parce que tu l'expliques aussi. Tu expliques beaucoup de choses. Donc pour quelqu'un qui n'y connaît rien, il peut comprendre beaucoup de choses. C'est ça que je veux dire. Vraiment, c'est un spectacle que j'ai créé avec des références pour les personnes queer pour qu'elles se sentent concernées. Mais vraiment, c'est un spectacle qui a visée vulgarisatrice sur la transidentité. Et voilà. Et la deuxième session, par contre, c'était le feu. Alors là, il y avait que des mulets, des cheveux bleus. J'étais là, ok, c'est la maison. Il y avait Ino JP en première partie et Noam Sinso. Donc vraiment, mes copains, ils ont mis le feu et du coup, ça a roulé tout seul, quoi. Et Marine pour la première session. Oui, c'est ça. Marine Sergent pour la première. Oui, c'est ça. Qui a vraiment géré, qui est très... En vrai, ça matchait bien Marine Sergent en première partie d'un public assez timide. Ça marchait vachement bien, ouais. Parce que Marine et Moana sont dans l'épisode précédent. Oui, ça j'avais vu. T'avais vu passer? Oui. Ça va dire que je fais pas trop mal mon travail de... J'ai tout vu. J'ai rien écouté, mais j'ai tout vu. J'ai vu ce que tu proposais, j'ai juste pas du tout cliqué dessus. Mais donc le spectacle s'appelle Meru, en référence au fait que le Meru femelle est capable de devenir mâle et de redevenir femelle à sa guise. Or, tu parles donc de transidentité dans ton spectacle, donc ça match assez bien. Juste pour expliquer le titre. Est-ce que tu peux nous parler un peu du spectacle? De quoi parle ce spectacle? Oui, bien sûr. oui, bien sûr, j'accepte l'expression. Du coup, mon spectacle, je raconte mon histoire de transition. Alors, ça n'a pas toujours été ça l'histoire du spectacle, mais j'imagine qu'on en parlera après. Ouais. Mais là, aujourd'hui, je retrace mon histoire de transition et en particulier pourquoi je me sentais pas en adéquation avec la norme de la féminité. Et je parle notamment de mon expérience en tant que stripteaseuse. Ça, les gens me croient jamais, mais c'est vrai. Et je reviens sur la difficulté des opérations, tout ça. Mais surtout, c'est un spectacle qui vise à désamorcer, que ce soit les trucs de transphobie que je reçois ou le fait que les gens soient stressés. Quand je dis le mot trans, ils sont stressés de se tromper de pronom. Oui. Et vraiment, je passe un long temps à dire, c'est ok, moi aussi je fais ça, c'est pas grave. En gros, c'est ça le spectacle. C'est vraiment raconter l'histoire de ma transition. Si je suis tout à fait honnête avec toi, j'ai très peur de te mégenrer à tout moment. Je sais, tout le monde a hyper peur, j'adore. Mais moi, je me dis, c'est une bonne chose, j'ai pas envie de te mettre mal à l'aise, tu vois. Ouais. Et je vais réfléchir à chaque pronom. J'enregistre, je suis là. Un humoriste. Mais alors que si t'étais devant un mec cis, genre, tu serais là, genre, ouais, je sais. Quand les gens savent que t'es trans, ils sont là, c'est ça, mais parce que je veux pas. Oui. Je me dis, je veux que tu te sentes à l'aise et que tout se passe bien. Je suis là. Et les accords et tout. Moi, je suis nulle en accords. Non, mais franchement, je comprends trop. Et c'est pas très grave. Moi, c'est ce que je dis vachement dans mon spectacle, c'est que déjà, je suis une personne trans non binaire. Donc, j'utilise plutôt le pronom masculin parce que en ce moment, c'est ce qui me fait me sentir le mieux. Mais tu peux dire elle, juste pas dans le sens je suis une femme. C'est le elle gay, tu vois. Il y a des gens avec qui je suis ok. Enfin bon, je suis très chill. Franchement, là-dessus. Mais je trouvais que, moi, j'ai pas eu l'occasion de voir le spectacle complet. Je voulais aller voir le spectacle complet hier, mais c'était trop complet. J'aurais dû réserver avant. Donc, si vous voulez aller voir Lou Trottignon, faut réserver en avance parce que c'est complet rapidement. Mais en tout cas, j'ai vu beaucoup de passages. J'ai vu plusieurs passages que tu as fait à l'atout chaque fois que tu es venu. D'ailleurs, la première fois, je sais pas si tu te rappelles que tu avais fait le gala à Scarbeck, à Los Samuel. J'étais venu te voir juste pour te dire, c'était trop bien. C'est vrai? Et je dois y aller. Vraiment, il y a 2 ans. Ouais, non, je me souviens de cette soirée. Ouais, je me souviens très bien. Je suis parti tout de suite après la scène. Je voulais juste dire, j'ai trop adoré, j'aime trop. J'étais là, je voudrais l'inviter pour le podcast, mais j'aimerais bien en savoir plus, Donc là, quand je t'ai revu à l'autre soirée de l'atout, je me suis dit, d'office, faut que je l'invite, ça me fait trop rire. T'as dû t'arrêter pendant le spectacle parce que je riais trop fort. C'est toi? Ah oui, c'est vrai, je me souviens qu'on en avait parlé. Ah, j'adore. Mais je trouve que c'est ça. Je trouve qu'il y a vraiment un truc de tu mets à l'aise avec tous tes sujets que tu maîtrises moins. Puis tu tacles juste qu'il faut un petit peu les hommes hétéro-cis. Et je suis là, coucou. Mais ça me fait rire juste assez pour se dire j'ai de l'humour, mais je suis pas. Oui, c'est ça. Je vais pas vous défoncer non plus. Oui, puis je critique aussi les queers. Oui, c'est ça. Donc en fait, ça balance. J'ai de l'autodérision, je sais rire. Et donc ça met un truc de on peut rire de tout. On peut rire de ces sujets-là tranquillement avec quelqu'un qui en parle, qui connaît ces sujets. Et tu sais, en humour, il y a les deux trucs. Il y a les trucs, soit tu te reconnais, soit tu te dis, je découvre quelque chose que je connais pas. Là, d'office, c'est tout un monde que je ne connais pas. Ouais. Et donc, moi, je trouve ça trop intéressant. Ah, trop bien. Tout m'intéresse, je suis là, je veux tout savoir. Mais c'est marrant, je savais pas qu'il y avait ce truc en humour d'être là en mode, soit ça te concerne, soit tu découvres quelque chose. Ça paraît logique. Mais c'est un truc que j'ai entendu souvent, que les gens se disent, il faut qu'on se reconnaisse. Mais des fois, tu te dis, oui, mais moi, je suis
je me sens à part et donc Oui. tu vas peut-être pas te reconnaître par rapport à ça, mais donc c'est juste, ah oui, tu penses complètement différemment de moi, ou tu as une vie, une expérience de vie différente, je veux trop savoir ce que c'est. Genre, je capte. Transidentité, bah j'y connais rien du tout. Ouais. Je veux tout savoir. Tu vois, je savais pas. Moi, je passe mon temps et je suis obsédée par trouver le truc dans mon spectacle universel où toute personne peut se dire. La plupart des gens, on va pas non plus chercher des gens, certains gens. Bon, bref, genre Marion Maréchal Le Pen, c'est pas grave si elle se reconnaît pas dans mon spectacle, quoi. mais du coup, je cherche constamment genre l'universalité de ça. Qu'est-ce qui peut toucher tout le monde dans une histoire de transition? Et c'est pour ça que dans mon spectacle, je parle du fait que dans le résumé notamment, je dis que au final c'est un spectacle sur réécrire sa propre histoire, pas être la personne qu'on t'a demandé d'être, quoi. Et ça, je pense, ça peut toucher plus de gens. Mais c'est du sous-texte, quoi. Ouais. Tu vois, tu viens chercher quelque chose qui est universel, mais en parlant d'un parcours qui n'est pas du tout le mien. Donc tu vois, t'arrives en fait à faire les deux, je pense. Ouais. Et c'est ça que je trouvais super intéressant quand j'étais venu te voir et je riais tellement fort, je me suis dit, d'office, il faut que je l'ai dans le podcast. T'es trop chou, merci. Bah, avec grand plaisir. Si j'aimais pas ce que tu faisais, tu serais pas là. C'est vrai, ce serait gênant. Ce serait un peu gênant, une expérience sociale intéressante. Et donc, tu fais un spectacle? Cool. Bon, rien à foutre. Rien à foutre. Franchement, je veux pas faire... Peux-tu me parler de tes échecs? Parce que ça, je les comprends. Le podcast qui ne met pas du tout en avant. C'est ça. Et ce spectacle, tu le joues partout en France, en tournée, en Belgique. Tu vas revenir en septembre à la Toison d'Or. Normalement, on croise les doigts. Ouais. Et à Paris, tous les vendredis à 19h30 à la Nouvelle Scène, où tu joues à chaque fois complet depuis novembre de l'année dernière. Comment ça se passe cette première tournée? Est-ce que tu aimes ça, faire de la tournée? Ouais, de ouf. En fait, j'ai commencé, même avant d'être produit, j'ai commencé ma tournée tout seul. Je voulais vraiment prendre le temps de roder mon spectacle. Et moi, j'adore parce que, je sais pas pourquoi je commence à prendre l'accent belge. Je crois que je sais pas, on est amis. Regarde, je fais comme toi. Pourquoi je fais ça? C'est ça l'accent belge pour toi? Non, pas du tout. Là, c'est l'accent de ma gênance. Non, c'est pas ça l'accent belge. C'est juste que je sens que je commence. Mais non, c'était pas. Jamais j'aurais osé. Putain, ça commence direct avec des accents. Cancel dès le début de l'épisode, 14 minutes. Mais attends, mais vous êtes des colons, non, vous aussi? Rencontre entre colons. Oui, du coup, ça va, on peut faire l'accent des colons, non? Bah, tu assumes. Moi, je prends pas de risque. Moi, je pose les questions. Putain. Au début, t'étais là. Je pense pas que tu vas dire des dingueries. Et les colons. Putain. J'ai oublié la question. La tournée, si on adore. En vrai, j'adore vraiment beaucoup. C'est pas toujours facile. Je vais dans des villes des fois où mon spectacle n'est pas forcément bienvenu. Par exemple, je suis allée à Troyes il y a pas longtemps, dans une salle de 140 places, j'avais 28 résas. Alors que, en vrai, en ce moment, ça remplit plutôt bien. Et pareil à Arras, tu vois, ou des petites villes comme ça. Mais en vrai, les gens qui sont vraiment dans la salle, ils ont vraiment encore plus besoin. Il y a un truc de représentation dans des villes, c'est des villes beaucoup de droite, tu vois. Donc c'est pas facile d'être queer là-bas et du coup j'ai vraiment l'impression de leur offrir un petit moment entre nous où ils peuvent tout d'un coup oublier tout ça, quoi. Donc ça me fait découvrir ça me fait découvrir des gens qui viennent pas pour le spectacle mais viennent pour la salle et du coup qui genre voient pas du tout de quoi ça va parler. J'adore leur tête. Et est-ce que t'arrives à les capter, ces gens-là? Franchement, ouais, enfin pas toujours, pas tout le monde évidemment, c'est impossible, mais c'est un plaisir que j'ai à les rencontrer, à leur parler en étant sur scène, à leur parler après aussi, parce que quand t'es queer, quand tu fais partie d'une communauté minoritaire de manière générale, t'es beaucoup dans tes groupuscules et j'aime bien sortir de ces groupuscules pour essayer de comprendre pourquoi les gens comprennent pas la transidentité, pourquoi ils aiment pas, qu'est-ce qui les dérange, c'est ça qui m'intéresse. Et ça, je vais pas le trouver dans ma communauté, a priori. J'espère. On croise les doigts. Oui. Est-ce que tu sens que ça touche un public de plus en plus large? Cool. Ouais. Mais ça, c'est pas forcément lié à la tournée, c'est vraiment plus lié à depuis que j'ai fait ma chronique sur France Inter qui a buzzé. Ok, ouais. Là, ça a changé vraiment beaucoup. Ça marche. Mais ça, on va revenir dessus. Oui, pardon, c'est pas dans la chronologie. Après, il y a une chronologie. Moi, je suis comme l'hôtel, je suis très carré. Ouais, c'est ça. Non, mais parce qu'on est dans un hôtel hyper... Genre, en vrai, il y a un bain et tout, machin. Ouais, mais j'ai même pas eu le temps de prendre. Genre, il y a un couvert de lit. Enfin bon, c'est un très bel endroit. Mais c'est trop cher, du coup, je ne peux pas prendre de petit déjeuner. Et ça, c'est un truc de tournée que j'ai eu pendant longtemps. Genre, des fois, ils te mettent dans des hôtels 5 étoiles. Trop beau, t'as un bain et tout. Et toi, t'as pas de thune, c'est stand-upper. Et du coup, des fois, je prenais des bains, mais on mangeait un sandwich triangle. J'étais là, je comprends pas ma classe sociale.
Ça, c'est la vie d'artiste. Oh putain, ouais. Des moments comme ça, c'est genre, tu viens de faire un spectacle, t'as les applaudissements, t'as tout super bien passé, t'as un truc un peu un moment d'ego trip, de je suis une star, machin. De ouf. Et tu rentres dans ta voiture et tu manges 2 tranches de pain avec du fromage et tu fais... Seul. 1 heure de trajet, voilà. Ouais. Et tu fais, bon bah, c'est ça, la vie d'artiste. Ouais, franchement, des fois, la transition est marrante. De ouf. Mais toi, donc, le luxe, c'est un couvert de lit sur... Ta représentation du luxe et de l'opulence, c'est... Bah, je sais pas, mais regarde, c'est en soie et tout. C'est assorti. Ah oui. Non, mais je sais pas. Mais tu sais que la première fois, je suis allée dans un hôtel. Moi, vraiment, j'étais pas du tout habituée à aller dans des hôtels. Je savais pas qu'il fallait mettre la carte dans le truc pour avoir de l'électricité. Et du coup, j'ai commencé à appeler ma prod. Il y a pas d'électricité dans la chambre. Et du coup, je suis descendue en bas. Je suis désolée, mais j'ai pas d'électricité dans la chambre. Et du coup, ils m'ont expliqué qu'il fallait mettre dans la boîte. Et ma productrice se moque encore de moi par rapport à ça. Et on la comprend. Et on l'a compris, oui, bah ça. Je trouvais pas le boîtier. Mais ça, c'est marrant. Et j'ai entendu que tu voulais faire une captation de ce spectacle dans un lieu culturel queer qui te tient à cœur. Est-ce que ce projet, il avance? Est-ce que tu as trouvé l'endroit? Est-ce que tu cherches encore? Je cherche encore. Okay. Le projet avance. C'est une grande question que j'ai de... La captation du spectacle, c'est quelque chose qui me questionne beaucoup. Déjà, combien de temps est-ce que tu gardes un spectacle? Parce que moi, c'est un spectacle qui parle d'une partie de ma vie de transition qui commence à passer un peu. Okay. Donc, combien de temps je vais le garder? Je suis pas du tout quelqu'un qui me lasse très vite. Okay. J'ai besoin qu'il y ait des nouveautés très très souvent. C'est pour ça que le spectacle a beaucoup changé. Et du coup, la captation, je me pose plein de questions. Est-ce que je dois attendre une chaîne qui prend la captation? Est-ce que c'est pas plus logique, plus politique même de le mettre sur YouTube? Mais combien ça coûte? Voilà. Okay, ouais. Donc il y a plein de questions comme ça, mais c'est sûr que je veux le faire dans un lieu queer. Et j'ai ma petite idée, mais je leur ai pas demandé. Alors je sais pas si c'est ok. Mais en vrai, enfin, je pense que elles sont ok. Faire à l'Élysée. Waouh. Oh waouh. Là, c'est politique. Oui. Non, mais c'est vrai qu'un lieu queer, ça me parlerait beaucoup. Et en fait, je travaille avec Sandra Calderan, qui est dramaturge, poète que j'aime énormément. Et elle est notamment dramaturge sur un spectacle de cirque. Okay. Et du coup, ils ont leur propre chapiteau. Et c'est 300 places, c'est trop beau, t'es en 380. Ouais. Et c'est leur chapiteau. Donc en fait, je pourrais aller un peu dans des endroits différents. Peut-être aller dans des endroits où il n'y a pas beaucoup d'accès à la culture, tu vois. Et faire une sorte de tournée. Et puis après, on met ensemble toutes les captas dans ce chapiteau qui tient un spectacle queer tout le temps, quoi. Okay. Ça me ferait kiffer, ouais. À fond. Ouais. Bah déjà, moi, je te remercie de faire une captation. J'adore les captations de spectacles. C'est vrai? Bah moi, je suis un geek de stand-up. Ah, j'adore. Donc moi, quelqu'un qui fait un spectacle et qui ne le capte pas, c'est frustrant. Pourquoi Ouais. tu me fais ça? C'est personnel, c'est contre toi. C'est contre moi qui fais ça. Mais je comprends pas ce truc d'avoir fait un spectacle et de faire qui s'en va. Après, je comprends ce truc de c'est un spectacle qui est vivant et donc si tu veux le vivre, bah, il faut aller voir le spectacle. Donc ça encourage les gens aussi à aller en salle. Mais même un spectacle que j'ai vu en salle, je veux le revoir. Mais c'est un autre objet d'art, aussi, je trouve. Ouais. Mais c'est comment le réfléchir pour que ce soit une captation qui mette en avant le stand-up. Je trouve que c'est quand même très difficile de mettre en avant la connexion qui se passe dans la salle en captation, je trouve. Ouais. Mais du coup, t'aimes quoi comme captation tes captations près? J'en aime plein, mais je sais pas. Par exemple, la captation de Panayotis. Elle est belle. Hein. Elle est vraiment belle. C'est avec Adib Al-Khalidé dont on parlait tout à l'heure. Okay. Ils sont tous les deux à la réalisation. Ah ouais, c'est vrai. Et Adib. Je dis pas de bêtises, mais il me semble bien. C'est le dernier que je me dis vraiment la captation est magnifique. Mais oui, en plus tu te dis pas waouh, il a essayé des trucs, juste c'est beau pendant tout le temps. Ouais. Mais moi j'aime vraiment même les captations dans le seul objectif d'avoir les blagues. Moi une captation très très simple, tu filmes le truc en plan large, plan fixe, je suis trop content. Ok. Mais après celui de Jason Broker c'est super beau aussi. J'ai regardé hier, 21e seconde. Ok. Qui est sur YouTube. Je l'aime beaucoup, Jason. Il est trop bien. Il est trop sympa en plus. Il est trop chill. Il est tellement chill. C'est impressionnant. Et il sait qui je suis. Alors que moi, je vois Jason Broker, je suis là. Merci d'exister. Moi, genre, je le trouve trop fort. Très subtil dans ses blagues et tout. Il est vraiment très fort. Ouais. Et donc, il a mis son spectacle 21e seconde sur YouTube. Ah, mais trop bien. Complet. Donc, c'est trop bien. Et il y a Louis Chappet aussi. Louis Chappet. J'ai trop envie de le voir. J'ai pas encore vu C'est un 20 minutes. C'est juste 20 minutes? Je crois, ouais. Il me semblait qu'il avait mis le spectacle complet. Mais moi aussi.
Et j'étais très déçue. Ah, ok. J'étais très déçu. Louis, c'est pour ça qu'on fait le podcast, pour dire qu'on est très déçu de toi. Tu mets la suite. Tu mets la suite. Parce que les captations, on aime ça. Non, mais pareil, lui, il pense beaucoup en termes de concept et tout. Il y a Kémil le comique aussi, qui a fait une captation. Il a mis les gens sur scène, dans une grande salle, où en fait, lui, il est dans la salle et du coup, il met les gens sur scène. Ah, trop marrant. Ouais, il y a plein de trucs comme ça. T'aimerais avoir un peu un concept ou en tout cas réfléchir à la réalisation plus que... Ouais, je voudrais réfléchir à la réalisation. Je veux pas un truc... Enfin, je veux quelque chose une belle scéno, déjà, des choses qui font sens. Pas forcément un concept parce que je veux pas, comme on dit, noyer le spectacle dans le concept, qu'on oublie ce que je fais. Ouais. Mais quand même une manière de filmer où on retrouve mes intentions qui peut-être ne se voient pas quand c'est en vidéo normalement. Mais c'est un long projet, hein. C'est dans 2 ans, je pense. Sinon, dans les captations, je pense au spectacle Pulsion. Oui. Est le spectacle de Kian. Ouais, de ouf. C'est vrai, je l'ai beaucoup regardé. Mais qui, au niveau de la réalisation, est assez simple. Oui, mais j'aime beaucoup le réalisateur de Pulsion. Et qui est aussi le réalisateur d'un bon moment. D'un bon moment. Ouais. Okay. Mais tu vois, il y a pas beaucoup d'effets, il y a pas. Non, mais j'aime bien, ouais. J'aime bien. C'est très classe, c'est très beau. Et il y a Robin Fressinet aussi qui a sorti une nouvelle captation. Au-dedans, le spectacle. Ouais, c'est ça. Ah. C'est sur Canal, non? Ouais. Mais lui, il a voulu faire un truc super intimiste où tout est dans le noir, il y a que lui. J'adore ça. Tout petit, on dirait qu'on est dans sa tête un peu. Ouais. Et ce spectacle est incroyable. Ah, mais il faut que je le voie. Non, mais je vais avoir Canal. Mais si, il y a une captation que j'adore. Vas-y. Mais je me souviens plus son nom. J'ai pas le droit de googler, c'est interdit pendant le podcast. Vas-y. Mais attends, il est là-bas, mon portable. Il n'y a pas d'interdiction. Merde, comment il s'appelle? C'est donc un mec humoriste d'Inde, qui fait ça aux États-Unis. Et tu vois, et ça s'appelle For India. Non, ça, je l'ai pas vu. Et en fait, c'est genre son 3e spectacle. Et j'adore parce que toute la scéno, c'est juste vraiment beaucoup de gens. La scène entière est cachée dans le noir. Et t'as juste une porte bleue qui rappelle les portes en Inde, tu vois, en Inde du Sud notamment. Porte bleue où tout le monde s'assoit sur les escaliers et parle. Et du coup, il s'assoit sur les escaliers et il parle aux gens. Okay. Et je trouve ça très fort. Et en plus, dans la scéno, il a rajouté quelque chose, c'est qu'il commence le spectacle en disant, voilà, c'est un spectacle où va y avoir 2 références pour tout le monde et une référence pour juste nous les Indiens. Okay. Et tant pis si vous comprenez pas, moi je m'en fous. Et du coup, pendant tout le spectacle, il a mis les personnes non indiennes dans un rang très spécifique. Et quand il parle de colonisation, il se tourne et ça éclaire cette partie du public. Et en fait, tout le monde accepte ce jeu-là, tu vois. Donc, personne n'est mis à mal, c'est très drôle. Et ça, je trouvais ça très, très fort. D'assumer qu'il y a des références qui ne sont pas pour tout le monde, quoi. Ouais, cette blague-là, ça sera juste pour vous. C'est ça. Et il y en a que vous comprendrez pas. Et en fait, c'est un contrat que tu mets en place. Et du coup, les gens, ils sont là, ok, il y en a qu'on comprendront pas. Et il y a un truc qui est drôle dans le fait de pas comprendre aussi certains trucs, du coup. Ouais. Bah ouais. Ça marche. J'ai trop parlé? Non. Ok. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de trop parler dans ce podcast. D'accord. À un moment donné, tu vas devoir rentrer chez toi et il faut qu'on ait fini l'épisode. C'est la seule conclusion qu'il y a. Tu peux parler pendant 8 heures si tu veux. Il n'y a aucun problème. Dans tes projets à venir, tu parlais d'écriture de séries, d'écriture de prochains spectacles, de ton envie de faire un spectacle éphémère uniquement pour la communauté queer. Ouais, ça m'est passé. Comme je me lasse vite, j'ai souvent des grands projets comme ça. Et en fait, non, j'ai pas envie de faire un spectacle éphémère. Disons que l'idée de ce spectacle éphémère s'est transformée en une idée de nouveau spectacle que j'aimerais beaucoup mettre en place, qui est très très théorique et flou à l'heure actuelle. Mais en fait, le premier spectacle, souvent, moi en tout cas, je l'ai écrit, j'avais plusieurs sketchs drôles, on m'a dit c'est drôle, je les ai mis ensemble, et après on a travaillé sur un fil conducteur, sur qu'est-ce que je voulais vraiment dire et tout. Et là, j'ai envie de commencer un projet en mode, dans ma tête, j'ai une structure narrative très précise. J'ai pas encore les blagues, mais j'ai la structure narrative, et ce qui me ferait kiffer, c'est de jouer avec cette structure narrative pendant tout le spectacle, parce que je suis passionnée par comment raconter des histoires, comment mettre en haleine les gens, comment faire pour que le sujet du spectacle soit un peu l'expérience que les gens vivent dans la salle. Je sais pas exactement si c'est clair, donc pour te dire à quel point c'est théorique. En vrai, j'ai un sujet, mais je veux pas trop en parler tout de suite, parce qu'il peut changer, j'ai pas envie, tu vois, voilà. Ouais, un spectacle beaucoup plus personnel aussi. Encore plus personnel? Mais moi, tu sais, c'est pas si personnel que ça pour moi, mon spectacle. C'est la partie de ma personnalité qui est politisée. Et par exemple, dire je suis trans, parler de mes opérations, pour moi, c'est politique. Et du coup, je le sépare assez vite de moi. Alors c'est très personnel, je donne beaucoup de moi, mais c'est la partie personnelle de moi qui est politique. Pour moi, ce que j'appelle personnel, c'est les émotions moches des humains. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois bien. Mais c'est, encore une fois, c'est très personnel. Les gens me rencontrent vraiment dans mon spectacle actuel. Mais disons que si je parle, par exemple,
J'avais fait un sketch, par exemple, pendant un temps, j'ai essayé d'être sobre, parce que je parle beaucoup aussi. J'ai essayé de parler d'addiction sur scène. Ok. C'était beaucoup plus dur pour moi que de parler de transidentité, Ok. par exemple, tu vois. Ah, je suis trop curieux de voir, voir la suite. Mais c'est un super intéressant. Parce que moi, j'avais l'impression que justement, c'était super personnel. Tu parles de ta transidentité, comment tu l'as vécu toi. Ouais. Et en même temps, pour toi, c'est pas encore si personnel. C'est marrant. Bah oui, parce que ma transidentité fait pas du tout toute ma personnalité. C'est une partie très très importante de moi. J'adore dire je suis trans. Je voudrais pas être autre chose que trans. Ok. Mais pour moi, c'est le côté intime politique. Ok. Voilà. Mais donc, tu es déjà en train de envisager le prochain spectacle. Ouais. Tout en continuant celui-ci, en voulant Ouais. terminer dans des bonnes conditions, quoi. Bah honnêtement, il est de plus en plus fini. Okay. Je le sens. Je pensais pas, tu sais, on dit toujours le spectacle c'est jamais fini. C'est jamais fini. Il y a toujours des petits détails à travailler, des trucs qu'on pourrait améliorer. Mais il est là où je voulais qu'il soit, tu vois. Okay. Et je l'ai beaucoup taffé. Et comme je te disais, ça correspond à un moment de ma vie qui est pas passé, hein, qui est toujours important pour moi, mais bon, qui est un peu passé quand même. Et je l'aime beaucoup. J'ai envie de le porter longtemps et bien. Mais j'ai aussi envie de découvrir d'autres techniques d'écriture, tu vois, sortir un peu de mes habitudes, voilà, pour le fun. Bah, trop bien. Et est-ce que tu as d'autres projets en ce moment dont j'aurais pas conscience Je voulais dire connaissance, mais conscience. Conscience. À chaque fois, c'est difficile de parler des projets en gestation, je trouve. J'ai peur de les tuer dans l'œuf à chaque fois. Okay. Mais du coup, en ce moment, je sors avec un vidéaste. On est très amoureux. C'est un mec trans qui s'appelle Lou. C'est pas moi. C'est une autre personne. Je n'invente pas cette personne. Je ne sors pas avec moi, je vous le dis. Oui, non, il y a un P à la fin de son prénom. Mais du coup, c'est quelqu'un que j'en parce que j'aime beaucoup son travail. Et il est vidéaste et il est documentariste en particulier. Et donc, c'est une personne trans qui est très touchée par mes sujets, forcément. Et du coup, on a envie de... Là, on commence à prendre des archives de ce qui se passe autour du spectacle, de qu'est-ce que c'est d'être trans dans tout ça, notamment des scènes où je sors de scène et je pleure parce que des fois c'est dur. C'est dur, tu sens que c'est pas tes blagues, c'est ton identité, c'est qui t'es. Et en fait, je sais pas, j'enregistre un peu tous ces moments-là comme une archive, parce que je trouve que les archives c'est très très important, surtout dans la communauté queer ou dans les communautés minoritaires de manière générale, où en fait on a fait disparaître nos archives, donc on a très peu d'histoires écrites, notamment dans la communauté queer. Il y a des zines, des fanzines, bah ça c'est des, tu vois pas ce que c'est? Non, mais c'est des tout petits, c'est des éditions que les personnes queer et militantes ont créées elles-mêmes, parce que ça demande que des pages A4 que tu plies, donc c'est très très petit, que t'imprimes hyper mal et tout. Et en fait c'est ces fanzines-là qui faisaient notre histoire. Notre histoire était complètement effacée. Et du coup, il y a des groupes militants qui ont fait ça à la main, machin. Okay. Et tu peux retrouver des trucs des années 70, des Panthères Roses. On a trouvé d'autres manières de faire de l'édition, quoi, pour parler de nous, pour garder des archives. Et bah, mine de rien, je suis une des premières personnes trans à faire de l'humour et avoir un spectacle de stand-up en France sur la transition. Et du coup, on s'est dit, bah vas-y, on garde en archive. Qu'est-ce que c'est vraiment d'être trans comme ça et d'en parler, et pourquoi si tard et machin, voilà. Et est-ce que tu as ce retour de personnes trans qui viennent te voir et qui te disent merci de faire un spectacle, qui me donne envie de faire de l'humour ou... Ah, de l'humour, non. Non, si, en vrai, si, il y a pas mal de, bah, à la mutinerie, le plateau dont je te parlais, à la Mutup, je faisais beaucoup d'ateliers d'écriture aussi. Du coup, j'ai rencontré plein de gens. Bah, hier, j'ai recroisé une personne qui avait fait un atelier d'écriture avec moi et qui m'a dit merci parce que là, je continue, je me suis lancée. Et c'est pas que moi, tu vois, c'est la personne qui s'est lancée et puis qui a trouvé d'autres endroits après et qui est vraiment forte en plus. Mais ouais, il y a des personnes trans qui se lancent en sentant qu'il y a un chemin qui s'ouvre de plus en plus et qui me remercie. C'est vrai. C'est toi qui lance un peu le chemin de faire ça. Ouais, bah j'étais pas le seul. Il y a Océan quand même en France. Vraiment au niveau stand-up. Ouais, Océan il fait du one man, donc c'est pas tout à fait. Enfin, il est pas dans les comedy clubs. Ouais, c'est ça. Il y avait une meuf trans qui était sur France Inter aussi, mais genre il y a longtemps. Et je sais pas si elle avait un spectacle ou quoi. Enfin, en tout cas. Voilà, et du coup je crois que oui. Après il y a une meuf qui s'appelle Lorraine Marx, tu vois qui c'est, ouais, elle fait du stand-up triste ouais. Pour le coup. Donc oui, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup, quoi. Ouais. Okay. Mais donc j'espère que ça on va encourager d'autres personnes à... Oui, on a là. Ouais, c'est cool. Ouais, je les vois. Je suis là, venez. C'est vraiment intéressant, mais moi je suis un des partisans je voudrais que tout le monde fasse du stand-up, pour que tout le monde soit représenté. Ouais, mais et qu'il n'y ait plus de public. Ce serait un peu serait gênant. Mais en vrai, je trouverais ça... Des fois, j'aurais envie, pas que tout le monde fasse carrière, mais que tout le monde ait un sketch. J'adorerais voir un comptable qui monte sur... Ah, je vois. Et qui fait un sketch de « je suis un comptable » et ça, c'est ma vie. Et je serais, waouh, il a choisi d'être comptable. Mais toi, t'es curieux, toi. Ouais.
Ouais. Mais ça m'éclate. En fait, c'est un truc que j'aime trop dans le stand-up, d'entendre des trucs différents, d'entendre des autres façons de voir la vie. Genre un gars qui monte sur scène. Il y a un humoriste au Québec qui est dans le Gong Show, qui est une émission où Ouais, j'adore. Ah ben voilà, j'ai fait le Gong Show. Mais oui, je crois que j'ai vu ta vidéo. J'ai trop hâte d'y jouer. C'est trop bien. Le Québec, c'est trop bien. Pour le coup, un humoriste trans, il y en a. Oui, mais c'est ça. Mais du coup, j'ai un peu peur d'y aller parce que j'ai failli y aller. Et puis en fait, bon, c'est un peu cher pour l'instant, mais c'est vraiment un goal pour moi d'y aller parce que je suis là, genre là-bas. Je sais pas si je suis drôle. Je sais pas si je suis. Non, mais il y a non drôle ou parce que en vrai, une grande partie de pourquoi les gens viennent me voir, pourquoi ça marche, c'est parce que mon spectacle, je l'ai travaillé, c'est drôle. Mais c'est aussi parce qu'il y a pas d'autres propositions quand tu veux voir un spectacle sur la transition. Donc moi, je joue un peu là-dessus. Et en vrai, je suis content qu'il y ait de plus en plus de personnes trans qui se lancent parce que c'est dur d'être seul. Mais du coup, je sais pas au Québec s'il y a des blagues que je vais devoir enlever parce qu'elles ont déjà été trop faites là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. En France, moi, j'ai là un boulevard. Ouais, parce je peux faire toutes les premières blagues et les gens ils sont là, waouh, méga bien pensé, alors qu'en vrai c'est hyper facile. Non, c'est pas vrai. Mais il y a beaucoup plus de soirées queer, d'humoristes qui disent sur scène je suis une personne trans. C'est ouf ça. Ça surprend beaucoup moins. Mais moi j'étais le premier quoi. Ça reste minoritaire. Ouais. Déjà même les femmes sur scène restent minoritaires au Québec aussi. Ah super. Je crache partout. C'est quelque chose qui est partout, mais c'est en évolution. Et je pense que Montréal est quand même en avance clairement sur nous en Europe, ça c'est sûr. Mais je disais le Gong Show parce que par exemple il y a un gars qui est dentiste et il parle d'être dentiste et je trouve ça génial. Et il fait des blagues incroyables, mais sur le fait d'être un dentiste. J'adore. Et moi j'adore. Je suis là, mais moi j'aurais envie de parler, de lui dire mais pourquoi t'as voulu être dentiste, t'as voulu être dans la bouche de gens et de les faire souffrir. C'est parce que je déteste aller chez le dentiste. Ouais, je comprends. Mais voilà, mais c'est ça. Moi, je trouve ça trop chouette qu'il y ait des gens différents, alors que je fais du stand-up et que pour le coup, je suis homme hétéro. Je suis vraiment un cliché du stand-up. J'ai un podcast, je suis vraiment tous les clichés. Mais est-ce que j'ai un sketch sur ma bite? Oui. Non. Mais il est bien. Mais oui, bah c'est ce qu'ils disent tous ça. Moi, je le trouve bien. Mais voilà. Non, mais en plus, j'en sais rien, pardon, excuse-moi, c'est vraiment pour la blague. Mais non, c'est parce que je sais que je suis un cliché. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et j'encourage qu'il y ait plus de différence, alors que moi, je viens amener quelque chose qui est... Je te vois trop être trop gênant, genre, tu es différent, continue. Je suis curieux, là. J'aime beaucoup. Ouais, c'est ça. Non, mais t'aimes bien les gens qui te font rentrer dans leur univers, peu importe le sujet, quoi. C'est ouais, ça. je capte. Tu peux être similaire à moi, mais juste avoir un point de vue complètement différent sur ce qu'est le mariage, ce qu'est les enfants, ce qu'est les couverts de lit. Et je fais waouh, pour toi c'est le luxe, et moi je fais ouais, pour moi, moi je le mets par terre quand j'arrive dans la chambre. C'est vrai? Ouais, parce mais que... il a des... Parce que je trouve qu'il bordure. Tu vois? Rien que ça m'éclate. Ah ouais. J'ai un petit truc. Je crois que c'est ce que j'aime le plus avec le stand-up, c'est que c'est direct, quoi. Oui. Il y a quelqu'un qui te dit, moi, je vois ça comme ça, et tu fais, ah, waouh. Ouais, c'est vrai. Mais moi, j'avais pas le stand-up comme ça, j'avoue. Toi, qu'est-ce que t'aimes? J'aime bien. Mais je crois que en vrai, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien tout ce qui joue sur les idées et le langage. J'aime beaucoup James Acaster. Oui. Tu vois, il est vraiment là-dessus. Il a un sketch que j'adore, que j'ai regardé 1000 fois, qui est sur YouTube, qui est accessible, qui est aussi sur Netflix, où en fait, bon, c'est plutôt en anglais, mais il reprend la colonisation britannique, en disant sur le fait de... Ah, comment expliquer? Il est là, genre, par rapport aux musées, aux populations anciennement colonisées par l'Empire britannique qui veulent reprendre leurs œuvres d'art, et les Britanniques qui disent non. Et en fait, il reprend sur le truc de les Britanniques ont volé les œuvres d'art, mais genre c'est trop nul comme vol parce que après ils mettent ce qu'ils ont volé dans un truc en verre en disant à qui ils l'ont volé sur le truc. Et en fait ils jouent sur le fait que dans la phrase on dit bah vous avez volé nos œuvres d'art, du coup ils réfléchissent sur le mot voler, qu'est-ce que c'est un voleur, qu'est-ce que ça veut dire, et du coup comment ça peut être intéressant pour le mettre par rapport à un musée, et du coup là paf, tout d'un coup, un truc d'un monde infini de blagues, et il le fait très bien, et moi c'est ça qui me passionne, c'est les ouvertures sur le langage, ou les idées, ou les mots, tu vois. Il faut que tu vois le spectacle de Virginie Fortin. Ouais, on m'en a beaucoup parlé. Ouais. Pépite incroyable. Mais je la regarde beaucoup, j'avoue, et j'adore. Ouais, ça me parle beaucoup. Mais son spectacle, Mes sentiments, elle va te parler de nostalgie, ou elle va t'expliquer c'est quoi la nostalgie pendant 10 minutes. Ouais. Mais de façon super intéressante, tu fais waouh, jamais ouais. comme ça. Waouh, elle va tellement loin dans oui, c'est ça, les gens qui vont loin, qui sont... Mais en fait, c'est ma manière d'écrire aussi, quoi. Ok.
Ouais, j'aime vraiment bien réfléchir à l'absurdité des idées aussi, Mhm. aux trucs qui font pas trop sens, ou tu vois, je sais pas, est-ce que j'ai un exemple de blague? Bah, tu sais, le truc, les gens qui disent on n'est pas né dans le bon corps quand on est trans. Mhm. Et j'ai une blague où je dis, mais qui est né dans le bon corps en fait? Et je sais pas, celle-là, je l'aime bien. Ok. Parce que c'est un truc où j'ai réfléchi en mode, ok, genre vous me dites ça comme argument, et j'ai envie de trouver le truc où t'es là, mais c'est absurde, regarde. Ouais. Ou t'as le truc avec c'était un commentaire d'un haters qui te dit Oui. mais si sur une île déserte. Oui. Et elle est contente de sa phrase. Je trouve que tu as super bien géré l'explication Oui. elle était contente de sa Oui. phrase, mais sa phrase n'a pas de sens parce qu'elle dit Non. des hommes et des femmes, mais c'est des non-binaires. Et Ouais. elle s'enfonce dans son Oui, c'est explication qui n'a aucun sens. Mais c'est vrai que comment tu Oui. l'expliques, tu imagines vraiment la personne qui est chez trop elle en bien. train de taper Ouais, et qui oui, se c'est dit vrai. j'ai trouvé le J'ai trouvé le truc. j'ai trouvé le truc, il y a un loophole. Allons-y, ils n'ont jamais pensé à ça. Je vais changer toute la communauté trans par ce commentaire. L'île déserte. Êtes-vous allé sur l'île déserte? Je pense qu'elle a un Airbnb sur une île déserte et qu'elle essaie Elle essaie de le louer. que des personnes trans. C'est aussi quelque chose que j'aime dans l'humour. Mais je crois que j'aime beaucoup. Oui, j'ai l'impression que t'aimes les univers et tout. Mais moi, j'aimerais bien ce truc de parler de n'importe quoi. Adèle Fougadi aussi, il est fort pour ça. Bah, Louis Chappet aussi. Yacine Bellous. Ouais, Yacine Bellous. Je suis en train de me dire que je cite pas beaucoup de meufs dans tout ce que je dis. Bah, il y a Natacha Prudent. Tu vois qui c'est? Oui. Ah oui, elle était... À voilà. la soirée. Bah, tu vois, elle part d'un croque-monsieur et puis Oui. ça dure 20 minutes et c'est génial, quoi, tu vois. Donc, ouais, c'est vrai qu'il y a Natacha Prudent qui fait ça aussi. Il y a Poulet de Feu. Oui, ah oui. Ah ouais, ouais. Ah, c'était incroyable. Ouais, ouais. À la Hein. Meetup, c'était fabuleux. Ah là là, vraiment de l'absurde, absurde, quoi. Ça, c'est vraiment génial. À fond. Mais moi, je suis pas capable d'écrire comme ça. Bah, Ouais. je t'avoue. Ouais, c'est vrai. Mais c'est le genre d'humour que j'aime. Oui, voilà, Une c'est autre ça. raison, c'est de me dire ah waouh, Ouais. jamais mon cerveau va là. Ouais, de ouf. À aucun moment. J'arrive pas à aller si loin dans le. Ouais, il y a des gens, je me dis, mais j'adore le sketch, mais je vois les chemins par lesquels il est passé pour arriver là. Ouais. Il y arrivait incroyable. Mais il y a d'autres humoristes, je fais ça, jamais de ma vie, mon cerveau va là. Ouais, même en y réfléchissant 3 jours, jamais il va aller dans la porte qu'elle a ouverte, tu vois. Mais ça me mettait vachement de, comment on dit, d'insécurité parce que c'est une technique d'écriture d'aller le plus loin possible dans le stand-up et j'adore. Et moi, je sais pas, j'y arrivais pas, je me sentais bête, quoi. Ok, ouais. Et en fait, j'ai trouvé un peu ma manière en passant par le langage, en fait. J'arrive pas à aller loin dans l'idée, il faut que j'ai des mots et que il faut trouver son. Je trouve la définition du mot jusqu'au bout et je le gratte comme ça. Et pour voir à tout ce à quoi ça me fait penser et c'est là où les liens me font trop rire, quoi. Ok. Mais tu fais ça très bien. Oh, c'est gentil. Je t'en prie. Sinon, encore une fois, tu serais pas là. Mais maintenant qu'on est revenu sur ton actualité, dans le podcast, moi, j'aime remonter le temps. Donc, toi, tu es né le 14 juillet 1997. Non, 1997. 1997. Je rigole, c'est juste. Ouais, voilà. Heureusement, tu me disais tout à l'heure que je suis pas un Français. Voilà. Non, je suis corse, je suis pas français. Ah, t'es corse? Ouais. Ok. Mais j'y suis jamais allée. Ah, d'accord. Ok. Parce que ma famille a bougé en métropole. Ok. Et c'était une trahison pour ma famille. Parce que tu bouges pas en métropole. Ça veut dire que tu t'acceptes qu'on soit français. D'accord, ok. Du coup, c'est tombé en mauvais terme et j'y suis jamais allée, quoi. Ok. Encore. Mais je n'avais encore entendu dans aucun podcast. Et tiens, cadeau! Voilà. On apprend plein de choses sur Lou. Tu savais qu'elle était corse. J'ai envie que ça se répande dans le milieu queer. Tu savais qu'elle était corse. Il était corse. J'ai dit elle, c'est ça? Ouais, mais c'est pas grave. Punaise, je le savais que j'allais. Tu le savais. C'est un moment, c'est sur la Corse. Ça y est, c'est fini. C'est la Corse qui m'a piégé. Franchement, je te dis, c'est pas grave. Ouais, bah. Je sais que tu le dis pas en mode tu me vois pas comme une meuf. Pas du tout. C'est juste tu paniques. C'est vraiment juste. Ouais, je sais. Je sais, il faut pas que je me trompe. Et du coup, quand tu le fais. mets l'information, il faut pas que je me trompe. Non. C'est ça. Ce qui me blesse, c'est vraiment quand les gens insistent beaucoup et je vois que dans leur regard, pour eux, je suis une meuf. Ouais, et qui veulent ça te dire m'énerve. non, tu te trompes. Ouais, je comprends. Non. Mais c'est la Corse qui m'a perturbé. Et ça cherche des excuses. C'est ça. Mais donc... faire ton sketch sur ta bite, tant que le truc horrible. J'espère qu'il est bien ce sketch. Mais non, mais t'inquiète. Mais pour ta future page Wikipédia, j'ai besoin de savoir le lieu de naissance. Rambouillet, parce que je savais que tu avais grandi à Rambouillet dans les Yvelines, mais je savais pas si c'était là que tu étais né. Ouais, également. je suis né à Rambouillet. Comme tu vas voir, je suis très dans la précision. Tes parents sont scénaristes et tu étais quelqu'un de très scolaire, comme moi. Ok.
Ça, c'est pour ton information, tu sais que j'étais scolaire. Ok, super. Tu fais ce que tu veux avec cette information. Mais moi, j'ai besoin de savoir, est-ce que tu étais déjà quelqu'un de drôle enfant? Je crois, ouais. Ok. Enfin, en tout cas, j'aimais faire rire. Vraiment, je faisais le clown, j'adorais. J'ai l'impression que quand les gens riaient, bah, je sais pas, ils me validaient quelque chose de moi que j'aimais beaucoup. Je me passais mon temps à faire des imitations, à faire rire les adultes, beaucoup. Ouais, j'aimais bien. Ok. Je pense que j'étais drôle. Et est-ce que ton Ouais. entourage, c'est des gens drôles? Je sais que tu as 5 frères et sœurs. Ouais. Et tes parents, est-ce que ce sont aussi des gens drôles? Bah, mes parents, du coup, écrivaient beaucoup de comédies, en fait. Ils étaient Ok. scénaristes, surtout enfin, mon père dans les années 80, beaucoup. Et les années 80, en France, c'est très étrange. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais je te jure, quand tu regardes les téléfilms des années 80 en France, c'est un autre monde. Mais Ok. je sais pas si parce que la coke était un peu légalisée à ce moment-là. Mais franchement, c'est un autre monde. Et notamment, Ah, mon du père jouet. a écrit un film qui s'appelle Le bonheur a encore frappé. Ok. Et c'est un humour qui serait inacceptable aujourd'hui. Genre, vraiment, c'est l'histoire d'une meuf qui se fait maltraiter par ses parents, qui se battent par ses parents. Non, mais c'est, bon, bref, mon père et moi, c'est compliqué. Mais, mais du coup, un truc où, la grosse blague et on devait tout le temps rire à cette blague quand on était enfant. Sa grosse blague, c'est, ah, on t'a fait un cadeau. Et c'est quoi? Un aspirateur? Genre, pour qu'elle fasse le ménage. Et en fait, c'est vraiment un aspirateur. Enfin bon, c'est la blague de dire, c'est un cadeau nul. Et en fait, c'est vraiment un cadeau nul. Ok. Bref. Et moi, c'est un film que je peux pas regarder, je suis là, genre, trop la honte. Mais pourquoi je disais ça? Parce que du coup, oui, ils étaient dans l'humour, mais un humour très particulier quand même. Ok, d'accord. Ouais. Et tes frères et sœurs, c'est aussi quelque chose qui recherchent? Ouais, Être beaucoup. drôle, Beaucoup, c'est beaucoup. important. Ouais. C'est vrai que c'est vrai, j'y avais pas pensé. Mais c'est vraiment toujours un truc il faut être le plus drôle, trouver la blague maintenant. Et j'ai lu que tu organisais des pièces de théâtre chez toi, genre vraiment Tout à fait. petit. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un peu? En fait, je reprenais des classiques. Ok. À ma sauce. Je reprenais les classiques, genre Casse-Noisette. Je sais pas pourquoi. Et ouais, j'avais ce truc où, je sais pas, je voulais jouer, je voulais être quelqu'un d'autre, je crois. Surtout. Je voulais être dans un personnage. Je jouais tout le temps les hommes. Ok. Et du coup, ça voulait dire que quand il y avait un personnage féminin, je voulais pas que ce soit ma sœur qui le fasse. Du coup, je le faisais à mon petit frère, parce que je trouvais que c'était politique. Non, pas du tout. C'est juste parce que j'avais la flemme de faire ce rôle et que c'était le plus petit et que je pouvais le bisuter. Ok. Mais je me souviens, ça m'a marqué une fois où, bah, du coup, on faisait Casse-Noisette et on l'a habillé en robe, tu vois, et il était trop d'accord, on s'amusait trop quand on faisait ça. Ok. Et au moment de le présenter devant les adultes se sont décomposés. Genre Ok. en mode, t'as mis ton petit frère en robe. Et du coup, là, mon petit frère s'est senti mal. Genre, il a pleuré, il a dit, on m'a forcé, machin. Ok. Et du coup, moi, j'étais en mode, putain, merde. Enfin, moi, j'ai Ouais. cru avoir fait quelque chose d'extrêmement mal. Mhm. Et en fait, Tu voyais pas le problème, quoi. bah non, et je crois que mon petit frère non plus. Quand Ouais, on c'est répétait, on s'amusait, tu vois. C'est une fois que les adultes l'ont regardé. Ah, mais je te jure, le regard, il y a eu un silence, il était là, Waouh. pourquoi t'as Ok. fait ça? C'est ouf, hein. Ouais, c'est ouf. Et Ouais, moi, j'étais là, ouais, j'ai fait une erreur, et du coup, mon petit frère se sentait mal, m'en a voulu. Ok. Ouais, ouais. C'est Ok. ces petits détails comme ça qui fait que la transphobie existe. Je garde juste ça de Est-ce que vous alliez voir des spectacles d'humour, aller voir des humoristes? Vous en regardez beaucoup à la télévision déjà, enfant, à la maison, c'est quelque chose? Ouais. Ouais. En vrai, ouais, ouais. On avait tous les Jamel Comedy Club. Mhm. Je les regardais de ouf. Un truc que j'aime pas assumer, mais mon père, en fait, était metteur en scène de Smaïn. Ok. Donc, il a travaillé sur son spectacle. Donc, oui, il était metteur en scène. Bon, stand-up, c'est difficile de dire stand-up aujourd'hui. Smaïn, c'est... Mais c'est plus one man show. Oui, c'est plus one man. Mais bon, à l'époque, c'était vraiment le stand-up, quoi. Ouais. Je suis allée voir Jamel en spectacle. Ok. Mais Florence Foresti, je regardais beaucoup. Ok. Et puis, on est allé voir Blanche Gardin à la Nouvelle Scène. Ok. Donc, c'est au début du spectacle, dont tout le monde entendait parler et tout. Trop bien. Et là, j'ai fait waouh. Alors que j'ai plein de choses à reprocher à Blanche Gardin aujourd'hui. Mais par contre, elle m'a mis une graine de, on peut parler de tout ce qu'on veut. Genre, on peut parler des trucs qui fâchent. Genre, on peut parler c'est une meuf là qui est en train de parler de cul, qui est en train de, et franchement, c'est un peu le moment où je me suis dit, ah ouais, j'ai envie d'être sur scène, tu vois. Ok. Ouais. Est-ce que quand tu voyais du stand-up, c'était ma question, est-ce que tu te disais, ah, ça va être moi? Bah, je voulais, mais je pensais pas que c'était accessible du tout. Parce que, bah, comme dans beaucoup de formes d'art, nous, tout ce qu'on voit, c'est le succès. Mhm. Et du coup, pour moi, c'était inatteignable. Parce que je voyais que les gens méga drôles. Je voyais pas tout le processus d'écriture, donc je pensais que je sais pas, que ça se faisait comme ça. Et puis après, j'ai vu une télé-réalité où quelqu'un essaye de faire du stand-up et il n'y arrive pas. Et c'est quoi la télé? C'est Terrace House. Ah, je C'est une connais pas. télé-réalité japonaise
Ok. qui est trop bien. J'adore cette télé-réalité parce que du coup, c'est genre comme les télé-réalités en France ou quoi, où le but c'est un peu de faire sa vie et puis bon, il y a des histoires d'amour. Mais sauf qu'au Japon, ils sont très très pudiques. Donc la tension n'est pas la même. C'est-à-dire que quand à un moment, ils se touchent la main à la fin du truc, t'es là... Et j'adore cette tension qui est complètement différente, où t'es là genre oh my god, oh my god, oh my god. Genre juste pour un effleurement de main, quoi. C'est très victorien. Et donc là-dedans, il y a quelqu'un qui c'est oui, voilà, son but c'est de faire du stand-up et du coup tu le vois répéter, tu le vois aller sur la scène et rater et ses potes qui lui disent ah c'était pas ouf et du coup tu le vois retravailler et je me suis dit ah ok, genre on a le droit d'être nul dans ce métier, quoi. Et du coup je me suis dit bah ça s'apprend. Bah du coup il y a des essais et en fait comme je le voyais pas, maintenant on sait que le stand-up ça se fait en open mic, il y a de plus en plus d'informations là-dessus, mais moi quand je me suis posé la question de faire du stand-up, c'était pas aussi démocratisé, quoi. Non, c'est sûr. Bah moi j'avais la même réflexion quand je voulais faire du stand-up, c'était moi je regardais Jamel et je me disais mais c'est trop bien mais c'est pas possible. Jamel c'est un gars c'est un showman. Ouais, de ouf. Un gars il tient le public, il improvise, il est super à l'aise, il est super tranquille. Jamais je suis capable de faire ça. Mais tu le vois au moment où il est à son prime, oui, c'est ça. Et puis c'est Jamel qui est déjà quelqu'un d'ultra à l'aise de base. Mais après tu vois le Jamel Comedy Club, tu vois beaucoup d'autres personnes, plein de profils différents, tu te reconnais plus avec certains. C'est vrai. Toi, est-ce qu'il y avait, tu dis que tu regardais les DVD en boucle. C'était quel humoriste vraiment qui venait te happer le plus, que tu disais ah j'aime trop, ça me parle. Du coup, il y avait les premiers sketchs de Blanche Gardin. Ouais. En vrai, où ça lui ressemble plus du tout, quoi. Elle bouge de ouf. Je crois qu'il y avait Dedo aussi. Jamel. Et je sais plus. Il y avait Thomas N'Gijol. Thomas N'Gijol. Thomas N'Gijol. Moi, saison 1, c'était vraiment Yacine. Ah oui, c'est vrai. Moi, c'est vraiment lui qui m'a marqué le plus. C'est lui qui avait fait sur le premier mec qui s'est assis? Oui. C'est lui. Oui. C'est ça, ce sketch, hein? Ah ouais, c'est vrai, c'est génial, ça. Et c'est le truc des hommes préhistoriques. Donc oui, voilà, on va retrouver un homme préhistorique des années 2000. Il est mort d'une diarrhée sévère en étudiant ses cheveux. Donc si on a retrouvé juste que dans ses cheveux, c'est que vraiment elle devait. Ça va me marquer. Bah oui, mais de ouf, mais tu me le rappelles, là. Ouais, c'était surtout la saison 1. Je pense que je regardais beaucoup. Et après, il y avait les passages de Shirley Soignon à Montreux, qui t'ont pas mal marqué. On a déjà parlé dans plusieurs podcasts et interviews. Et niveau études, on va revenir un petit peu au parcours. Est-ce que à l'adolescence, t'as fait du théâtre, de l'improvisation, de la scène ou pas du tout? Si, ouais, j'ai fait 10 ans de théâtre en amateur. Mais en amateur, quoi. C'était des petits trucs. Mais oui, franchement, j'ai commencé le théâtre à 6-7 ans. Et puis j'en ai fait tous les ans presque. Dans des troupes, des petits trucs, quoi, des petits groupes. Puis après, t'as fait 1 mois à Sciences Po à Paris. Oui. Que tu qualifies de milieu extrêmement sexiste, donc ça s'est pas très bien passé pour toi. Non. Puis après, t'as fait un master en esthétique et philosophie de l'art. Tout à fait. Pourquoi ces études? Honnêtement, par défaut. Par défaut. Ouais. En fait, moi, je savais vraiment pas quoi faire. Je viens d'une famille où personne n'a fait d'études. C'est un peu une famille... comment dire, on appellerait ça nouveau riche. C'est ce que je veux dire. C'est genre, j'ai grandi avec beaucoup d'aisance matérielle, beaucoup de monnaie, j'allais dire, c'est trop bizarre. De monnaie. Nous avions de la monnaie. Non, mais tu vois, un milieu financièrement, on était à l'aise, assez à l'aise même. Mais c'est un peu une sorte de première génération qui avait de la thune dans la famille, quoi. Où est-ce que je voulais en venir? C'était quoi? C'était pourquoi ces études? Ah oui, et du coup, eux n'ont pas fait d'études et il y avait ce truc d'avoir honte de pas avoir fait des grandes études, quoi. Ma mère n'a pas fait d'études, mon père n'a pas fait d'études. Du coup, il y avait un peu ce truc pour nous de faire des grandes études, quoi. Pour rattraper ce truc un peu classique, tu vois, mais... Et en fait, moi, je voulais pas faire d'études. Enfin, ça me va pas, je sais pas. Je m'ennuie vite, je sais pas. Et du coup, c'est par défaut. On m'a dit, t'es un bon élève, essaye Sciences Po. J'étais pris. C'était plus facile d'être pris en double cursus avec la philosophie. J'aimais bien la philosophie, j'ai fait ça. Et puis après, du coup, quand j'ai arrêté Sciences Po, il fallait bien que je continue quelque chose et j'étais déjà inscrit en philo. Donc, bon. Mais j'ai quand même bien aimé et découvert plein de choses, mais ça me transportait pas non plus, quoi. Ouais, c'est ça. C'était pas une vocation de faire ça. Tu te disais pas, je vais être prof de philosophie ou... Non, pas du tout. Ah non, fallait faire des études. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, mais quand même, il y avait des trucs qui m'intéressaient. Enfin, justement, ce travail sur le langage qui m'est resté, tu vois. Ça me passionnait pas mal. Donc ça t'a quand même été utile d'une certaine manière. Ouais, ça t'a nourri, en tout cas. Ouais.
Et en parallèle à ces études, tu travailles pas longtemps dans un club de striptease. Tout à fait. Avec le pseudo de Bambi, Mm-mm. que tu abordes dans ton spectacle, on l'a mentionné tout à l'heure. Ouais. Tu expliques que c'est un sujet qui a été le plus dur à écrire Ouais. et à aborder dans Comedy Club. Est-ce que tu peux expliquer un peu pourquoi? Et pourquoi tu avais aussi envie d'aborder ce sujet-là dans ton spectacle, puisqu'il est dur à aborder? Ouais. Pourquoi tu as voulu vraiment l'aborder alors que c'était plus dur à amener que les autres, quoi, je veux dire? Bah déjà, quand j'ai écrit mon tout premier sketch dans des ateliers d'écriture ou quoi, c'est le premier qui me venait. Ok. Donc je me dis, ok, il faut que ça sorte, quoi. Et aussi parce que comme j'ai dit avant, le spectacle, c'est sur comment la norme de la féminité me parle pas. Et du coup, c'était le cœur pour moi dans ma vie, du spectacle, mais aussi dans la vie, d'être là en mode, ok, je sentais que j'arrivais pas à être une meuf, quoi. Dans la définition de la meuf, je sais pas, j'y arrivais pas. Et du coup, je me suis dit, si je fais du striptease, je vais devenir cette femme fatale. Et du coup, ça veut dire que je vais réussir à être une vraie meuf. Et en fait, j'ai réussi. Et c'est nul. Et franchement, j'ai eu un moment de déréalisation en mode, je me suis rendu compte à quel point c'était du fake. Ce truc d'être une vraie femme, de courir après. Mais je pense que ça fait pareil pour les mecs, de courir après, genre ce truc, je vais être un vrai mec, vraiment dans la définition du mec et tout. Et ça n'existe pas, c'est faux, c'est des gens faux. Et tout le travail du striptease, c'est de créer cette illusion. Et en fait, j'étais là. Et moi, je fais 1m55. J'avais pas les seins refaits comme tous les autres stripteaseuses. J'avais le crâne rasé. Enfin, tu vois. Okay. Vraiment, je correspondais pas à l'archétype de la stripteaseuse. Mais j'avais compris comment l'illusion fonctionnait. Et du coup, j'étais dans celle qui gagnait le plus de thunes. Et quand je me suis rendu compte que tout ça n'était qu'un jeu, ça m'a fait un wouah d'être en mode, ok, le genre n'est qu'un jeu. Ok, pour moi, depuis le début, quand je fais du striptease et que je performe la féminité, il y a aucune différence avec quand je suis dans la rue et que je performe la féminité. Je me sens pareil. Et du coup, pour moi, c'est le cœur d'un moment où je me suis rendu compte de ça dans ma transition. Et du coup, c'est le cœur du spectacle. Et pour le coup, ça, c'est la partie où je te dirais que c'est personnel. Eh ben, je suis trop curieux de voir cette partie parce que ça, c'est... C'est celle que t'as pas vue, ouais. Ça, j'ai pas vu. Parce que je la fais plus en Comedy Club, en effet. Ok, ouais. Mais justement, en Comedy Club, c'est un sujet qui est dur à aborder? Ouais. C'est un sujet où les gens peuvent te regarder un peu bizarrement. Tu sais, le travail du sexe, c'est un peu honteux, quoi. Quand je le jouais, je sais pas, peut-être c'était de la parano, hein, mais je sentais, bon, déjà, ça riait moins fort. Et je sentais qu'il y avait une sorte d'intérêt / dégoût dans le regard des gens. Alors que dans mon spectacle, ils ont le temps de me connaître, ils ont le temps de voir qui je suis. En Comedy Club, le faire comme ça en 10 minutes, c'est trop dur. Ouais, ils ont pas assez d'informations pour savoir, ok, à qui on a affaire. Est-ce que c'est vrai? Souvent, les gens me croient pas. Oui aussi. Ouais. Et du coup, je me souviens, je l'ai fait, c'était en tournée, c'était un plateau vers La Roche-sur-Yon. À chaque fois que les trucs m'arrivent là-bas. Et je suis partie en pleurant, quoi. J'étais en mode, mais je peux pas, c'est trop violent, quoi. Parce que je parle justement de cette violence d'être objectivisée en tant que femme, de à quel point c'est violent de penser que ta seule valeur, c'est d'être désirable, quoi. Et en fait, j'avais l'impression de le recevoir en direct alors que j'essayais de désamorcer ça. Donc ouais, je me suis dit non, celui-là, il va rester dans le spectacle. Et c'est très bien parce que c'est le cœur du spectacle. Du coup, les gens le verront que là. Ah, ça, si c'est pas un teasing pour aller voir le spectacle. Sur moi, ça marche. Ensuite, tu fais une recherche pour des cours de stand-up. Tu trouves les cours de Alex Nguyen à Paris. Donc tu vois qui c'est, toi? Oui, je vois. Ouais. En fait, il y a plusieurs invités qui sont passés par... parce que c'était les moins chers. Mais la vérité. Mais c'est en fait, t'avais le premier cours gratuit ou moins cher. Et c'était dans Paris. Enfin, je sais pas, c'était le moins cher. Je sais pas, c'était accessible. Mais donc, c'est un cours qui était une fois par semaine où chaque semaine, tu dois présenter un 3 minutes. De nouveautés. Comment ça se passait pour toi? Et c'était quoi ta première scène devant public? Franchement, au début, t'as l'impression d'avoir plein de trucs à dire. Ouais. Tu les travailles pas, t'es là. Non, c'est bon, c'est drôle. Puis en plus, en vrai, on se sauçait un peu, tu vois, en cours comme ça. On était tous nouveaux, hyper genre, on va parler de ça. Puis on se sentait trop fort, on avait plein de sujets, machin. Donc au début, c'est assez facile d'écrire plein de choses. Je le faisais pas tout le temps, hein. Je suis un peu un flemmard des fois. Mais du coup, j'ai bien aimé. Ça m'a permis de vraiment produire pour après faire le tri. Un gros tri. Et du coup, ta toute première scène où tu testes les blagues que t'as... Première scène, toute première scène que tu fais devant des gens, un public qui est venu voir un spectacle de stand-up. Je vois comment fonctionne le stand-up. Ouais, tu vois. Merci. Tu vois, quand il y a des gens, il y a un micro. Paye, généralement, c'est du capitalisme. Ce podcast s'appelle Humeur de mansplaining. Je t'embête pas du tout. Parce que j'ai dit elle tout à l'heure. Et je me venge. Pas du tout. Pas du tout. Quand je vanne les gens, c'est que je les aime bien. Oh. That's a gay community.
Ah, ok. C'est Gay Love. Bah, je faisais ça aussi sans être gay community. Je t'avoue. You're gay. Non, mais c'est un truc, oui, c'est vrai quand tout le monde le fait, mais c'est très particulier. Dans la communauté gay, c'est quand même, ça fait partie de notre culture. Okay. C'est le shade. Ok. Yes. Tu t'apprends plein de choses, le fanzine, le shade. Bah, tu mansplains aussi, c'est très bien. Ah ouais, c'est vrai on peut dire que je mansplain maintenant. Maintenant, on peut. Je fais des transitions. Ah, mais c'est une transition réussite. Félicitations. Qu'est-ce qu'on disait? Ma première scène avec des gens dans le public. Ouais. C'était dans un petit café à Pigalle, Comédie Pigalle, ça s'appelait. C'était open mic. Je me demande si c'était pas un truc avec que des meufs à l'époque. Et j'avais beaucoup répété toute la journée en essayant d'améliorer des blagues et tout. Moi, je suis très à la minute près. Toujours, ça me reste un peu. Et du coup, j'y suis allée. J'avais invité beaucoup de copains, de gens de ma famille en mode venez voir ma première scène. Elle est filmée d'ailleurs. Je crois que j'ai l'archive. Ouais. Oh. Et voici un extrait tout de suite. Non, mais en vrai, faudrait que je le revoie parce que c'est très drôle. Je suis très stressée, quoi. Je tremble et tout. Je regarde pas les gens. Mais j'avais appris mon texte par cœur. Du coup, j'étais là. Ta 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 ta. Mais je me souviens que ça avait mieux marché que ce que je pensais. Genre, ça avait vraiment bien ri. Mais que j'avais pas senti la magie. Ma première scène. Ok. Un peu comme une première fois. T'es là. Peut-être j'aime pas le sexe. Non. C'est juste la première fois. Et tu te rappelles de quoi tu parlais? Oui, très bien. Je me rappelais. Je parlais. Tu vas avoir des bruits trop bizarres dans le montage. Ça, le cerveau de Lou qui bug. Je fais juste des. Oui, c'est transphobe. Mansplaining. Elle. en beatbox. Mais tu me perds aussi, toi. Excuse-moi. Mais non, t'inquiète. J'adore. Ça s'appelle une conversation, en fait, je crois. C'est ça. Transphobe. Elle. L'île déserte, étoilée sur l'île déserte. Où on est? De quoi tu parlais sur ta première scène? Ah oui, j'avais un sketch où je disais ouais, tout le monde me prend pour une lesbienne, mais en fait non. Et en fait si, mais je savais pas. Mais du coup, ouais, c'était un sketch où je parlais des clichés sur le fait que sous prétexte que quelqu'un s'habille de manière masculine, forcément il est gay. Une femme qui s'habille de manière masculine, forcément il est gay. Je ne savais pas du tout que ce que je voulais dire c'est je suis trans, mais je ne savais pas. Et je parlais aussi de la culture du viol dans Matrix. Alors que j'adore Matrix, mais en fait c'est parce que la citation exacte pour la pilule bleue, vraiment quand tu la lis hors contexte, elle est très genre je sais pas, c'est si tu prends la pilule bleue, tu te réveilles et tu te souviens de rien. Si tu prends la pilule rouge, tu vas jusqu'au fond du terrier et je t'emmène voir le lapin. Et en fait, je le lisais comme ça et j'étais là. Vous êtes d'accord? Ça y est, je peux plus regarder Matrix. Mais en plus, j'adore Matrix, évidemment. Mais oui. Ok. Et du coup, je parlais de ça et je me souviens de... c'est ma meilleure pote qui était avec moi et qui était là, mais tu te sens pas différent. Vraiment comme la première fois. Genre de cul, quoi. Et non, c'est vrai. Moi, j'aime que t'aies rajouté, genre, comme la première fois, il était de cul. Oui, mais si jamais on... J'adorais que tu t'enfonces le clou. Tu vois. Et je me souviens que, ouais, j'étais un peu étonnée que ça m'ait pas paru magique tout de suite, quoi. Mais parce que j'étais trop stressée, je pense. C'était plutôt le stress. La magie est venue après? Ouais. J'espère. Ouais. Non, je déteste ce que je fais. La magie est venue à un endroit très précis, un événement très précis. Je m'en souviens très bien. Qui est donc... en fait, c'est lié à cette première scène, parce que du coup, ma toute première scène, faut que je chante à chaque fois. Ma première scène, je suis sortie, donc je parlais de Matrix, de la culture du viol, et le mec qui gérait le plateau m'a direct fait chier. Il m'a direct fait chier, il est venu me voir. J'avais cartonné dans les open mic, j'avais le plus cartonné, quoi. Ok. J'avais aussi ramené toute ma famille, et on est une famille nombreuse. Mais, bon, ça s'était bien passé. Et du coup, il y a moi, elle me dit, c'était bien, mais par contre, c'est pas exactement ça la citation de Matrix. J'étais ah si. J'ai regardé, j'ai vérifié. Il me dit, non, je pense, tu sais pas. J'étais, je pense, je sais. Je pense, j'ai regardé. Et là, elle regarde sur Google devant moi, et elle me dit, ouais, t'as raison.
Je dis ouais, je sais. Et en fait, c'était, je sais pas, la manière dont il l'a dit, ça m'a saoulée. Après, il m'a proposé que des scènes genre comédie meuf, les meufs ce soir, enfin. Et j'étais là, bon, déjà, je le sais pas encore, je suis pas une meuf, mais quand même. Genre en fait, ça me saoulait d'être invitée sur des trucs spécial meuf, quoi. Enfin. Et je sais pas, ça m'a un peu dégoûtée. J'ai eu d'autres expériences comme ça, ou des blagues hyper problématiques. J'ai invité une fois ma mère à me voir, pareil, sur cette petite scène. Et il y avait une interaction où le mec disait « Ah ouais, tu prends des boucaquets, toi, et tout ». Et j'étais « Mais c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est le stand-up, quoi ?» Enfin, je disais « C'est pas pour moi, en fait. Enfin, c'est... Ouais. Je vais pas trouver ma place. » Et du coup, je vois au dernier moment que Tani anime un atelier d'écriture à la Queer Week pour les meufs et les personnes queer. Et du coup, je me dis, j'ai un peu envie d'arrêter le stand-up. Ça fait quelques temps que je fais plus de scène. Parce que en vrai, les cours avec Alex et Nguyen m'ont un peu marqué aussi, dans le sens où quand j'essayais de parler de striptease, et Alex me disait, faut que ce soit plus réaliste, mais plus de polonaise. Mais plus de polonaise, parce qu'apparemment c'est un cliché que les polonaises font du striptease. Mais je ne savais pas non plus. Mais c'est marrant de demander à quelqu'un qui a vécu dans le milieu de rajouter des trucs. Ah ouais, non, je suis d'accord. C'est marrant. Si tu parles d'un sujet que tu connais et on va te dire rajoute des trucs. Pour que ce soit plus réaliste. Ça devrait être dans l'inverse. Si moi je fais un sketch là-dessus, toi qui connais le milieu, dire non, pour que ça soit plus réaliste, rajoute ça. Ouais. Mais c'est marrant. Enfin, moi je trouve ça marrant. Mais... Non, mais je vois dans quel sens c'est marrant. Là. Ouais. Moi je suis un peu c'est marrant. C'est paradoxal. C'est paradoxal, voilà. Quand on parle français. Je sais plus où on est. Oui, il y avait du coup l'atelier de Tani. Ouais, ça c'est en octobre 2021. Exactement. Mais oui, du coup, je suis vraiment dégoûtée. Du coup, je vois ce truc. Moi, je pense que je suis une meuf hétéro, quoi. Donc, j'y vais un peu à tâtons. Je dis, est-ce que je peux venir? Je suis pas vraiment queer. Mais je l'ai beaucoup raconté, mais j'arrive vraiment avec un mulet et un costard, quoi. Enfin, personne n'y croit. Je rencontre Noam Sanso ce jour-là aussi, qui est un humoriste martiniquais, gay, que j'adore. On a vraiment commencé ensemble, du coup. Qui faisait ta première partie hier soir. Ouais, qui faisait la première partie hier soir et tout. Du coup, j'y vais, je fais l'atelier. Et déjà, je me sens bien, je suis avec des gens, je me sens bien, quoi. Et Tani nous propose de monter sur scène le soir même, c'était pas prévu. Moi, je panique, je fais une crise d'angoisse avant. Et en fait, je passe en dernier des open mic et je réécris mon sketch au dernier moment. Enfin, je sens que ça me passionne un peu, tu vois. Et je parle du striptease, justement. Okay. Et en fait, je suis montée sur scène et là, les rires, c'était pas pareil. C'était des personnes queer dans la salle. Okay. Et en fait, j'ai senti qu'ils me comprenaient et qu'on se comprenait et que le stand-up, c'était fait pour ça aussi. Enfin, comprendre les autres et genre être sur un même niveau de référence. Après, j'ai travaillé pour que le niveau de référence soit pas que pour les personnes queer. Mais la première vraie sensation de magie, c'était la sensation d'être compris et que les gens comprenaient ce que je disais et qu'on avait les mêmes références et qu'on en rigolait. Voilà, c'est ça. Trop bien. Ouais. Et en décembre, tu t'occupes à ton tour de cet atelier de stand-up, cette fois-ci avec Mao Drama. C'est toi qui fais l'atelier? Non. Ah ouais? C'est ce que j'ai vu sur ton Facebook. Ah oui, mais parce qu'on a annulé. Ah. Je sais plus pourquoi. Mais oui, en fait, c'est non, parce que je reprends l'idée des ateliers d'écriture à la Meetup. Ouais. Au début, je l'ai fait avec Tani et avec Mao, on devait le faire. Et en fait, c'est l'époque où ils remettaient des restrictions Covid et tout, et ça a dû sauter. Donc ça ne s'est jamais fait. Excusez-moi pour cette information peu précise. Mais il n'y a pas de souci. Mon excuse. Déjà, j'ai un Facebook. Je me souviens pas. Tu as un Facebook? Je vais jamais dessus. Mais c'est ton Facebook personnel? Ouais, je sais, il faut que je crée une page et tout. Mais qui est disponible, on peut voir tout. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, on peut voir ce que tu as. C'est cool de le savoir quand même. D'ailleurs, la première fois que tu mentionnes du stand-up dans ton Facebook, c'est juillet 2021 où tu partages le passage de Tani à Montreux. C'est la première fois où on voit de l'humour dans ton Facebook. Donc j'ai regardé 2018, 2019, 2020 sans trouver de stand-up. Et après j'ai fait 2021, du stand-up. Mais oui, mais je me souviens très bien quand je l'ai posté. J'étais en vacances, comme ça je commençais à comprendre des trucs de queerness, machin. Je commençais à vouloir faire du stand-up et puis tous ces queers avec qui j'étais. Parce que nous, les queers, on part en caravane près des lacs, c'est ça qu'on fait. C'est vrai en plus. On se rase les cheveux chacun les autres. Bon bref, c'est vraiment nos activités. Et j'adore. Mais du coup, tous les queers me disent, mais il y a quelqu'un qui fait du stand-up, qui monte sur scène, qui dit, je suis lesbienne, je suis noire, elle s'appelle Tani. Et j'étais là, bon, on peut monter comme ça et dire ça. Et du coup, j'ai regardé et j'étais là, oh waouh, elle est trop cool. Et du coup, peu de temps après, donc tu fais l'atelier. Ouais, c'est ça. Et tu commences à faire des scènes beaucoup à la mutinerie, donc à la soirée de la Meetup. Est-ce que tu commençais déjà à jouer ailleurs?
Est-ce que tu continues à jouer ailleurs? Oui, je crois que je Ouais. faisais toujours des petits plateaux, des trucs. Je continue un peu au Comédie Pigalle. Je suis un peu perdue dans la temporalité, mais oui, j'ai toujours, T'as toujours pas mal joué fait un des peu petits partout. plateaux. Ouais. Ok. Moi, j'apprends beaucoup plus en jouant. Beaucoup. Ok. Et ensuite, tu commences à partager des extraits de stand-up. Un premier passage sur le striptease en mars Oui, c'est 2022, vrai. qui est très court. Hein. Ouais. C'est de là que j'ai trouvé le Bambi, Oui. la mention. Oui, c'est vrai. Puis Je un me extrait. ressemble pas du tout sur la vidéo. Ah, Ouais, ma voix n'est pas du tout pareille et tout. Il y a eu du changement. Ouais. Mais même ma manière de jouer Ouais. n'est pas du tout pareille. Niveau Quoi. du rythme, Ouais. comment on appelle ça? Le rythme quand tu parles. Le phrasé. Le phrasé, c'est pas le mot que je cherche, mais ça me va. Quand tu parles, tu sais, en stand-up, on dit t'as un rythme. rythme. On va regarder ce rythme. Et les gens, je suis sûr qu'il y a des gens qui font du stand-up qui regardent le passage, mais ils font mais c'est ça, espèce d'idiot. C'est ton 85e podcast. Mais voilà, après tu mets un extrait au field dans lequel tu parles de ta mère qui veut montrer qu'elle est OK avec le queer, qui est très marrant. Et en juillet 2022, tu annonces ton premier spectacle à la Petite Loge qui s'appelle d'abord Inclassable. Je ne sais vraiment pas lire en fait. Inclassable. Et de quoi parlait ton spectacle à ce moment-là quand tu sors ton premier spectacle? C'était maintenant j'adore cette affiche parce que je la trouve. À l'époque j'étais là, j'ai une trop bonne idée. Maintenant je trouve ça hyper nul. Et j'aime bien trouver ça nul, ça veut dire que j'ai évolué. Mais du coup la première affiche, il y avait vraiment marqué Inclassable et puis il y a marqué lesbienne pour l'interrogation, homme raté, rayé, enfin tu vois genre. Ouais, femme rayée. Oui, voilà, c'est ça. Pour voilà, oui, bon. Mais en fait tout le spectacle était sur je cherche une étiquette qui m'irait. Et en fait, j'en trouve pas. Okay. Donc, c'est quand même un peu le même sujet, mais je parlais pas du tout de transition à ce moment-là. Ouais. Je parlais de genre et de sexualité, mais pas d'être trans. Mais en écoutant les podcasts, moi, j'ai entendu quelque chose qui m'a pas mal interpellé. Parce que tu expliques que c'est dur pour toi de tester des nouvelles blagues pour 2 raisons. C'est que quand t'es une femme ou une minorité de genre, t'as moins de place pour l'échec qu'un homme. Ouais. Parce que si tu es un homme blanc qui se plante, on n'entendra jamais quelqu'un dire « mais de toute façon, les mecs sont pas drôles ». Donc il y a un niveau en plus. Et la deuxième raison, c'est que tu ne sais pas toujours si ça ne rit pas parce que c'est pas drôle ou parce que le public est pas ouvert, pas déconstruit, ou alors carrément misogyne ou transphobe. Comment t'arrives à passer au-dessus de ça? Parce que étant homme blanc hétéro-cis, je trouve ça déjà hyper dur de tester des trucs. Ouais. Même si j'ai pas ce truc de si je suis pas drôle, on va se dire que tous les gars sont pas drôles. J'ai pas. C'est vrai que tu le ressens pas? Tu ressens pas cette pression? Non. Ah ouais, c'est ouf ça. Non. Ça, j'ai pas. Moi, j'ai juste. C'est moi qui suis nul, tu vois. Mais je trouve ça déjà super dur à passer cette étape, tu vois, de se dire. Tester les nouvelles blagues, je trouve que c'est le truc le plus dur du monde. Ouais. Le plus chouette quand ça marche, mais le plus dur à faire. Mais parce que j'ai pas tout ça. Moi, si je dis les gens ne rient pas, c'est parce que c'est pas drôle, c'est tout. Tu vois, il y a pas d'étape de ce que je dis va les choquer. Tu vois ce que je veux dire? Sauf si peut-être par exemple tu te retrouves dans... Oui, sauf si le sujet est choquant, ou alors tu te retrouves à faire ma première partie, un jour où il y a que des queers, peut-être là tu te poseras la question, tu vois. Est-ce que c'est mon identité ou... Même pas, je pense, ouais. Ah ouais. De ce que... Moi je sais que les queers des fois, ils sont un peu genre... ça, c'est quelque chose qui m'énerve, dont on a parlé avec Ino, moi j'adore Ino. Je considère déjà qu'il fait partie de la communauté queer parce qu'on en parle et tout, enfin tu vois. Qui est incroyable. Qui est incroyable, qui est hyper drôle et en fait qui parle par ailleurs de ses 2 mères, enfin tu vois. Et souvent, quand je l'ai en première partie, j'ai des retours de c'était super, mais je m'attendais pas à un mec cis, on s'en fout. Et du coup, il y a peut-être pour certaines personnes, en vrai, si tu te retrouves devant que des queers et que t'arrives et que tu dis je suis un mec cis-7, ouais, peut-être ton identité va faire qu'on va moins rigoler à tes blagues. Ah ouais. Peut-être que dans ce sens-là, tu vis. Moi, j'ai fait une scène au Québec qui est. Peut-être je me trompe, hein. Qui est très ouverte, qui est vraiment encouragée queer d'abord. C'est vraiment. Okay. Je crois que l'appellation, c'est genre personne queer et allié. Ok. Et j'ai fait le sketch du pénis dedans. Mais non. Mais si. Parce que moi j'aime bien les petits défis, tu vois, et parce que moi je trouve que mon sketch n'est pas offensant ni. Mais oui, en plus je l'ai pas écouté. Mais ce que je veux dire, c'est que je l'ai fait et ça s'est très bien passé. Mais j'y suis pas allé en me disant que ça n'allait moins rire parce que je me suis juste dit c'est un sujet qui des fois ne fait pas rire. Mais parce attends, que... des fois, parce que moi souvent j'arrive dans une salle où je vais jouer, je regarde les gens, pas mon spectacle parce que je sais que les gens viennent sur moi, mais je regarde les gens, quel type de gens, je me dis ok ça va moins passer, ça va moins passer, j'écoute les sketchs d'avant, sur quoi ils réagissent. Ouais, mais ça c'est plus par rapport au sujet que je vais aborder le soir. D'accord, ok. Parce que par exemple je fais un sketch dans lequel j'explique que j'ai pas d'enfant, que je ne veux pas d'enfant, pardon, parce que j'en ai pas du coup. Mais ça serait marrant. Ce serait gênant que t'en aies, que t'en veux pas. J'en ai 7, je déteste ça. Que je ne veux pas d'enfant, et je sais que si c'est un public qui est un petit peu plus âgé, il y a un peu moins ce truc d'avoir réfléchi au fait de est-ce qu'on veut des enfants ou pas. Donc ça marche parfois un peu moins. Ah,
Il est 11h50. Il est 11h50. On va faire une petite pause. Régis du futur, petite pause, montage pour toi. On reprend le podcast. On a fait une petite pause pour changer de pièce. Maintenant, on est dans un bar. Donc, si vous entendez un petit bruit de fond, on est désolé. Oui. On essaie de faire au mieux. Mais on va reprendre là où on en était. Donc, on parlait de la difficulté de faire du stand-up, de tester des blagues quand on ne sait pas qu'est-ce qui fait que les gens ne rient pas. Ouais. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est ce que je raconte? Comment tu fais pour passer au-dessus de ça? Maintenant, ça a changé un peu. Je commence à voir la différence de quand c'est mes blagues et quand c'est le sujet. Puisque j'arrive tout de suite et je dis, moi, je suis trans, quoi. Je peux sortir de scène en me disant, bon, là, c'était mon identité. Je vais pas retravailler mes blagues 1000 fois. Mais j'arrive pas à passer au-dessus tout le temps. Des fois, franchement, c'est dur. C'est un bide déjà. Quand tu prends un bide, c'est-à-dire quand les gens rigolent pas pendant tout ton passage ou quoi, bah c'est dur. Et quand c'est sur ton identité, c'est encore plus dur. Et du coup, franchement, moi, ma manière de gérer ça, c'est d'être très bien entouré par mes potes humoristes qui sont queer aussi, qui comprennent ce genre de choses. On est hyper solidaires entre nous. On s'appelle. Tani, une fois, elle est passée 5 minutes. Elle avait pas le temps de me faire un câlin parce que bon, j'étais stressée de ouf par rapport à ces questions-là de est-ce que je vais être acceptée pour mon identité quand j'ai fait l'émission du Jamel, justement. Et moi, là, dernièrement, je me suis protégée en allant moins dans les comedy clubs où je sens que le public n'est pas là pour du stand-up engagé. Voilà. Genre, il y a des endroits où tu te dis, je ne vais plus. Non. Okay. C'est trop dur. Soit j'ai vraiment besoin de tester un sketch justement parce que je sais que je vais jouer sur une émission où les gens sont pas concernés et du coup là je vais dire bah vas-y, je vais pas concerné par la question queer, je vais le tester, mais sinon ouais c'est trop coûteux. Je me suis beaucoup posé la question parce qu'on dit il faut plaire à tout le monde, il faut vraiment jouer devant tout le monde, machin, et je déconstruis ça vachement en mode en fait c'est trop dur. Y a des gens qui ne veulent pas adhérer à ce genre de propos et c'est pas mon travail de les faire adhérer à ce genre de propos. Mon travail c'est de faire rire et si ça marche pas, enfin tu vois, y a un truc, donc ça te rajoute une difficulté quand même supplémentaire. Ouais, mais en gros c'est ce que je me suis rendu compte en ce moment, c'est que j'avais 2 travails. C'est le taf de faire rire les gens et le taf de militer en étant trans, même si je fais juste des blagues sur le fait d'être trans, comme un mec ferait des blagues sur son pénis. Il regrette tellement d'avoir donné cette information. Tu vois, c'est juste des blagues en fait. Mais par qui tu es et ce que tu fais. C'est forcément politique. Okay, ouais. Et du coup, en réalité, c'est politique même quand un mec cis parle de son pénis. C'est juste que on le voit pas comme ça parce que c'est la norme. Okay, oui. Mais à partir du moment où tu as un micro et tu parles de toi et de ta vie, pour moi, c'est politique. Je savais pas qu'on faisait de la politique. Bah, c'est juste de la politique qu'on voit tous les jours. Ouais. Donc on le considère comme la norme. C'est comme quand certains mecs cis hétéros, pas tous. J'essaie d'avoir une carrière dans le stand-up. Non, mais certains mecs hétéros, en vrai, pas tous pour de vrai. Heureusement. Tu sais, des fois, répondent en voyant quand on dit on est trans, machin et tout. Ils disent mais pourquoi tu te prends la tête à en parler tout le temps, à faire quelque chose de politique? Et à chaque fois, je leur réponds mais toi aussi, tu parles de toi tout le temps et tu considères que c'est pas politique parce que c'est la norme. Ou même de dire mais moi, mon identité, j'ai pas d'identité. Je suis juste une personne et c'est assez super pour toi que tu puisses te dire je suis juste une personne. Mais moi, je peux pas parce qu'on me ramènera toujours, très souvent, à ma transidentité. Ouais. Bah si tu parlais d'un sujet lambda, on dirait ouais mais c'est dommage, pourquoi tu parles pas de Exactement. On est dans un double standard de pourquoi t'en parles et quand t'en parles pas, pourquoi t'en parles pas. Ok, ouais. Bon courage. Hein. Merci. Mais en vrai, je trouve déjà que c'est déjà assez compliqué comme ça le stand-up de base, de vouloir tester des choses devant un public qui te dit oui ou non, c'est validé ou pas. Rajoute une couche à ça. Ouais, mais en même temps, moi je trouve que ça m'a rendu meilleur. Pas forcément dans un bon environnement parce que j'ai dû prouver beaucoup plus que j'étais drôle. Parce que t'arrives, tu dis voilà bonjour, je suis humoriste, moi je parle de transidentité, les gens ils sont là. Pas sûr que ça plaise à mon public ou les salles, machin. Il faut convaincre un peu plus, quoi. Voilà, et du coup, tu dois montrer que t'es beaucoup plus drôle. Donc j'ai senti que j'ai vraiment taffé mes blagues. Ça me pousse à pas me reposer sur mes lauriers, quoi. Donc il y a un point positif de taffer, quoi. Et en septembre 2022, tu t'es inscrit à l'Académie d'humour, sur une formation de 1 an pour se professionnaliser dans l'humour. D'où est venue cette envie d'y participer? Comment tu décrirais cette expérience de 1 an à l'Académie de l'humour? Déjà, c'est venu un moment où, pareil, je voulais arrêter le stand-up, je trouvais pas ma place et tout. Je voulais être juriste dans des associations syndicalistes. J'avais passé des entretiens d'embauche, ça marchait pas. Ah ouais. Ouais. Et puis j'ai vu, quelqu'un m'a envoyé l'annonce, c'était la première fois que l'Académie d'humour lançait des auditions, lançait une année de formation. Et j'ai reçu ce truc et je me suis dit, je sais pas si j'ai envie, mais je vais tenter. L'audition, j'ai kiffé rencontrer les gens, j'étais trop content parce que direct, j'ai une conversation où le jury qui était là a dit, mais on sent que t'as besoin d'être sur scène. Et j'étais là, c'est vrai que je peux pas être ailleurs, quoi. C'est là où je me sens le plus vivant.
Et c'était trop bien parce que du coup, j'ai fait l'audition et j'étais censée avoir la réponse 2 mois plus tard. Ok. C'était une attente très compliquée. Et en fait, Aude Galliou, qui a créé l'Académie d'humour avec Mélissa Rojo et Perrine Blondel, Ok. Aude Galliou m'appelle 2 jours après en disant écoute, on a vraiment eu un coup de cœur sur toi. Du coup, si tu pouvais ne pas prendre d'autres choses dans ta vie. Tu pouvais ne pas devenir juriste. Oui, voilà, c'est ça. Parce que je leur avais dit machin. Et du coup, j'étais trop touchée et je me suis sentie validée Ok. et légitime de faire ce que je voulais faire. Et en plus, je sentais que j'étais reconnue non pas parce que j'étais queer, mais parce que j'étais drôle. Et du coup, j'ai kiffé. Aude Galliou, on est toujours très très proches. Ok. Elle m'aide toujours énormément. Et c'était une formation, moi j'ai adoré, en vrai. Et concrètement, ça Oui. consistait en quoi cette formation en humour? En gros, donc c'est une formation professionnalisante. Donc c'est pas, tu vas pas apprendre l'humour. C'est juste, on va t'offrir un labo constant de travail de blague avec des intervenants qui ont des spécificités spécifiques. Par exemple, quelqu'un qui fait du clown, qui fait de l'impro, quelqu'un qui est beaucoup plus sur l'écriture, quelqu'un qui est scénariste. Ok. Et en fait, toi, l'idée, c'est... Moi, mon projet, quand je suis arrivée à l'Académie d'humour, c'était d'arriver à dire sur scène ce que je voulais dire moi, et pas ce que les gens attendent. Et c'était ça mon travail. Je voulais vraiment apprendre à faire ça, parce que dans la vie aussi, j'ai du mal à faire ça. Et du coup, t'es vraiment entouré, t'as genre 3 jours par semaine, t'as 3 heures en groupe, donc on est 12. Ok. Donc c'est un petit groupe. T'as 3 heures avec des intervenants différents, donc tu passes constamment, tu taffes de ouf, tu produis. Tu vas produire des chroniques au dernier moment. Enfin, on t'habitue en fait au rythme que demande le stand-up, d'être malléable sur les réseaux. Enfin, tu vois, de savoir tout faire sur les réseaux, chroniques, machin. Donc ça, 3 fois par semaine, t'as un jour où t'as une rencontre. Donc, je sais pas, on avait rencontré Kian Kojandi, ou tu vois, des gens comme ça, Tania Dutel, où là, vraiment, c'est une discussion avec des pros, quoi. Ok. Et à côté de ça, en vrai, t'as des coachings personnalisés. Et ça, c'est génial, parce que tu choisis l'intervenant que tu veux, et t'as 3 heures avec cette personne, Oh, wow. que concentrée. Et ça, c'était ma partie préférée. Et tu avais fait avec qui? J'avais fait avec Tania Dutel. Oh, trop bien. Ouais, c'était trop bien. C'est quelqu'un qui m'impressionne beaucoup. Mais ouais, j'avais fait avec Tania Dutel 2 séances, je crois, et j'avais fait avec Michael Chirignan, qui est le metteur en scène de plein de gens. Il a fait la direction artistique de Tristan Lopin sur son dernier spectacle. Il a beaucoup travaillé avec Océan. Ok. Et c'était metteur en scène d'Océan. Et donc, c'est un mec que j'adore. Vraiment, je l'adore de ouf. Il m'a beaucoup parlé. Du coup, j'ai pris des séances avec lui. Et il m'a changé la vie. J'ai passé un niveau avec lui. Parce que moi, quand je commençais, vu mes sujets, je bougeais beaucoup. J'essayais de compenser avec des gestes constants à dire, mais si, regarde pas. Même je me baissais. On dirait que je m'excusais d'être sur scène et tout. Okay. Et lui, il m'a dit, en fait, arrête. Mets toute la force que tu mets dans ton corps, dans ta voix. Et essaye de rester statique au maximum. Ce que tu fais très bien. Bah, du coup, c'est devenu pas ma signature. Parce que ça existe beaucoup dans le stand-up. Mais... Non, mais c'est très posé, mais pas, pas figé. Non. Mais posé en mode je suis sûr de moi. Oui, voilà, c'est pas genre... Parce que figé, souvent, à chaque fois, on pense à Paul Mirabel. Mais c'est pas forcément ça, tu vois. C'est pas parce que tu mets un pied de micro que t'es Blanche Gardin. C'est pas parce que tu bouges pas que t'es Paul Mirabel. Mais en tout cas, moi, il m'a vraiment aidé à découvrir ça. Et j'ai senti un passage de niveau impressionnant, quoi. Donc, ouais, ça permet vraiment ça à l'académie. Puis j'avais de la chance parce que j'étais dans la première promo. Et du coup, bah, on était un peu les chouchous, quoi. Ok, ouais. Et juste pour finir, un des derniers trucs vraiment cool, c'est que t'es avec 12 personnes avec qui je pense que j'aurais pas connecté autrement que via l'Académie d'humour. Et qui maintenant sont vraiment mes amis, quoi. Trop bien. Ouais. Mais donc tu recommanderais à des humoristes qui veulent se professionnaliser de faire l'académie? En fait, je pense que ça dépend de ce que tu as besoin. C'est pas forcément nécessaire. Moi, j'ai besoin d'être cadré, j'ai besoin qu'on me légitime dans mon travail, j'ai besoin qu'on me valide constamment. Donc le fait d'être pris dans une académie d'humour, de dire toi, on voit que tu peux être humoriste professionnel, ça, j'en avais besoin. J'avais besoin du cadre, j'avais besoin du groupe, parce que moi, les retours, c'est ce qui me fait le plus avancer dans mon taf, quoi. La discussion aussi, parce que le stand-up, c'est une discussion. Donc je le recommande si c'est ça ce dont tu as besoin. Mais il y a des gens qui l'ont fait et qui m'ont dit en fait c'était pas ce dont j'avais besoin. Ça marche. Et le 20 novembre 2022, tu fais ton premier sketch dans lequel tu dis « Je suis trans ». Ici, à Bruxelles. Ici à Bruxelles. Est-ce que tu peux parler de ce moment ? C'était un moment où j'allais pas très bien. J'étais en burn-out de ouf de mes sketchs. Je jouais beaucoup. Je sentais qu'il y avait un truc où c'était pas connecté à moi totalement, quoi. Et en fait, j'avais écrit un sketch sur le fait d'être trans l'été. Donc en fait, il était en gestation depuis quelques temps et j'osais pas le dire sur scène. Je me sentais pas légitime de dire je suis trans. Je voyais personne le dire sur scène. Juste la phrase je suis trans. Et du coup, à un moment, je me suis dit bon là t'es en burn-out de tes textes, tu vas pas remonter en disant les mêmes choses. Et c'est Dena
qui est belge et que j'adore, qui est une grande amie. Dena qui m'a dit moi le truc qui m'aide le plus c'est de faire du test quand je suis en burn-out, et je dis mais j'ai trop peur parce que je sais que mon test c'est ça, et du coup je vais à un plateau au Kings et je me dis tant pis, vas-y, enlève la pression, et je fais 2-3 phrases sur le fait d'être trans. Tout n'était pas très drôle à l'époque encore, mais qu'est-ce que je me suis sentie bien de le dire, de la réaction des gens, je sais pas, il y avait un truc Est-ce que c'est là la première fois où tu l'as dit? Sur scène, Sur scène, mais dans la vie, tu l'avais déjà... Je l'avais pas autant conscientisé. Je disais non-binaire, je disais pas trans. Il y a une petite différence, tu vois. Non-binaire, tu peux le vivre à l'intérieur de toi. C'est une réelle identité qui existe. Mais dire trans, je sais pas, c'est un autre level, quoi. Ouais, et le fait de le dire sur scène, c'est aussi c'est ça. Affirmer le truc, quoi. Ouais, vraiment. Mais c'était génial. J'ai senti que là, je connectais avec le public. Comme la sensation que j'avais eue à ma première scène avec Tani, quoi. Ok, ouais, d'office, tu connectes avec le public parce que tu dis un truc qui, pour le coup, est ultra... tu te livres, quoi. Et donc, oui, c'est hyper honnête, quoi. Le public reçoit ça. Ouais, moi, je pense que plus t'es honnête, plus le public sent que t'es honnête. C'est ça, plus t'es authentique, plus te... Ouais. Et le public le sait. Oui. Quand le public a un petit doute, c'est marrant comme des fois, ils te disent « mais ça, c'est vrai », et tu fais, c'est vraiment le truc où t'as exagéré un petit peu, mais c'est vrai, mais... Ouais. C'est peut-être le truc qui est le moins authentique, et les gens font « ah, mais ça, est-ce que ce truc-là, c'est vrai ?» Et tu fais « oui, mais j'ai grossi un peu le trait », et les gens font « d'accord, je comprends ». Mais ils le sentent, c'est fou. Ils sont tous comme des enfants. Ouais. Mais c'est ça que j'aime trop dans le stand-up, et que j'aime trop quand les humoristes, tu vas les voir et tu leur dis « ça, c'est vrai », et qu'ils font « oui », tu fais « ah, merci, ça me soulage que ça soit vrai ». Tu m'aurais dit non, j'aurais été « ah ». Mais d'ailleurs, du coup, t'as pas vu le spectacle, mais je pense que ça, c'est un truc que je peux dire, mais... sans dire le contenu, au début de mon spectacle, je parle d'un message vocal que ma mère m'a laissé, où justement elle se trompe de pronom et puis elle fait un lapsus génial. Et du coup, j'en raconte ce vocal et personne ne me croyait. Je dis, je vous jure, il est vrai. Et du coup, c'est Tania Dutel qui m'a dit, j'y crois pas, tu l'as le vocal, il faut que tu le mettes dans ton spectacle. Et du coup, à la fin de mon spectacle, je mets le vocal et du coup, il y a une vraie... Les gens sont là, ah ok. Donc on a eu raison de te faire confiance pendant tout le spectacle parce que tu as la preuve. Mais oui, il y a vachement ça, je trouve. Ensuite, tu annonces que tu joueras ton spectacle tous les mercredis à la Petite Loge à 21h à partir de janvier 2023. Tout à fait. Comment tu as vécu cette expérience de la Petite Loge, qui est un exercice qui est très formateur pour beaucoup d'humoristes parce que tu joues dans la plus petite salle de Paris. Tu vois toutes les réactions et beaucoup d'humoristes en parlent comme quelque chose de très dur, mais de très formateur. Comment toi, tu as vécu ton expérience à la Petite Loge? Exactement comme ça, genre très très dur, mais extrêmement formateur parce que ça te fait bosser ton texte de ouf. C'est-à-dire que t'as que ton texte, t'as pas d'apparat, t'as pas de lumière, t'as rien du tout. Tu touches le public, le public il ose pas rire, ils sont 20 dans une toute petite salle. Donc quand t'arrives à faire rire à la Petite Loge, après t'es hyper à l'aise pour faire rire ailleurs. Et du coup j'ai beaucoup aimé. Puis moi ça a été une super expérience parce que en fait j'ai découvert en lançant mon spectacle que ça remplissait mes gens en 24 heures quoi. C'était 25 places, mais pour moi qui commençais c'était énorme. C'est trop bien. Ouais. Là, j'ai un spectacle jeudi. C'est vrai. Où je fais un 30-30. Ouais. J'ai galéré à remplir par exemple. Mais t'as rempli? Non, j'ai pas encore rempli. Putain, mais où à Bruxelles? Au réservoir à Bruxelles. Oui, ouais. Je vois. Mais j'anime là tous les mardis. Ok. Et donc j'ai fait une soirée là, mais je vois que je me rends compte maintenant que j'ai la difficulté de devoir remplir juste en disant c'est moi qui fais un truc. Ouais. C'est plus dur de remplir que quand c'est un plateau avec plein de gens. Bah ouais. Mais donc voilà, je comprends ce truc de waouh, ça remplit, c'est trop bien. Mais oui, mais ça remplissait à l'avance quoi. Moi j'étais vraiment. Parce qu'il y a vraiment une demande quoi. Il y avait vraiment une demande. Et en fait, ça a tout changé pour moi parce que quand même à l'académie et ailleurs, on me disait que il fallait que je travaille pour que ce soit pas niche, que ça parle à tout le monde. Et quand j'ai rempli, j'étais là, non, regardez, j'ai un public en fait de base. Peut-être je dois travailler à ce que ça parle à plus de gens, mais en fait, il y avait un public, quoi. Après, en mai 2023, la Mutup invite l'Atout Comedy Club, dont j'ai parlé dans le dernier épisode avec Marine et Moana, puisque ce sont deux des fondatrices du collectif, donc qui est un collectif qui cherche à offrir un espace plus safe pour les femmes et les minorités de genre, grâce auquel j'ai pu découvrir ton travail, donc merci à eux. Allez suivre l'Atout et allez écouter le dernier épisode avec Marine et Moana. Et en mai 2023, tu joues ensuite devant 2000 personnes grâce au Lion du Rire. Oh my god, la pire expérience de ma vie. Voilà. Voilà, parlons-en. Tu expliques que c'était très dur. Pourquoi ?
horrible. Du coup, bon, déjà, les festivals d'humour, c'est très compliqué. Souvent, c'est des soirées très très longues. Les gens, ils ont 2h30 de show. Moi, je passe après 2 heures. Enfin, c'est pas les meilleures conditions. T'es en compétition avec les autres. C'est bizarre. Enfin, Oui. Et je suis donc à la Bourse du Travail, 2000 personnes. Et tout le monde m'a dit, tu verras, quand tu joues devant 2000 personnes, c'est impossible de bider. Que nenni, que j'ai appris que si. Mais tu sais, on a toujours dit, genre, plus il y a de gens, plus tout le monde rigole à peu près, tu vois. Ouais. Moi, on me disait ça. Ok, ok. Mais toi, tu crois pas non plus. Non, j'y crois pas non plus. Non. Je pense juste que ton bid est plus dur. Ah ouais, Je pense. franchement, ouais. Juste qu'il est décuplé. Tu te dis, ah ouais, sur 2000 personnes, il n'y en a pas un qui s'est dit, j'aime Le vraiment bien. silence de 2000 personnes, c'est dur, quoi. Ouais. Mais en gros, et j'arrivais sur scène, et à l'époque, ma première phrase, c'était, voilà, je m'appelle Lou Troutinon, je sais pas trop si je suis un mec ou une meuf, que j'aurais pas dû dire. Mais en fait, tous les autres sketchs étaient, d'ailleurs, les gens qui ont gagné, désolé, mais c'était des sketchs genre... Enfin, moi j'ai un jeu à boire dans le stand-up. Je te le dis. Ouais, c'est quand tu bois le nombre de fois où Xavier Dupont de Ligonnès est cité. Ok. Et c'est beaucoup. Mhm. Tu peux vraiment être bourré à la fin d'un plateau. Hein, vraiment. Genre, j'en peux plus de cette référence, quoi. Et... Je suis content, je n'ai aucune blague là-dessus. Je suis passé à côté là. Yes. Un cliché Non, mais dans lequel je ne suis pas. Non, mais c'est pas forcément mauvais, mais c'est ouf à quel point on l'utilise. C'est Et très du coup, équilibré. Ouais. c'est des blagues très refaites, voire très problématiques. Donc forcément, moi, j'arrive après. Je dis, je suis vraiment concernée par tout ce dont vous vous êtes moqué depuis le début. Ça met un froid, quoi. Ouais. Et du coup, ouais, j'ai senti que... J'ai vraiment entendu des gens qui étaient proches faire « Oh non, pas encore ». Et pas encore, j'étais Pas le seul. encore. Hein. Non, mais C'est ça. pas encore ces gens-là. Enfin, il y a des gens qui sont partis, qui se sont levés. Enfin, Désolé de rire. Non, non, la phrase, t'inquiète. pas encore. Et quand tu réfléchis à humoriste trans, tu trouves Ouais. pas d'autres personnes, tu vois. ouais, oui, c'est ça. Donc Mais ça me encore fait me trop fait rire. rire. Oui. Non, mais oui, pareil. Et du coup, je voyais les gens partir. Bon, j'ai continué et tout. Mais c'était dur, c'était 7 minutes vraiment difficiles. Et là, pour le coup, je savais pas si c'était mon humour ou les gens. Et est-ce que ça, c'est ta pire scène? Franchement, je crois, ouais. Ok. Ouais, parce qu'en termes de sensations, d'accueil, de rêve que c'est de jouer dans une grande salle et de voir que tu n'y arrives pas, Mhm. se poser la question. Par contre, après, du coup, ça m'a fait taffer ma confiance en moi. Mhm. J'étais là, en fait, il y a un moment où il faut que j'arrive sur scène et que je crois en ce que je dis et que j'ai pas l'air de douter parce que les gens, ils doutent de base de ce sujet-là. Et du coup, quand même, ça m'a fait énormément avancer. Et si je devais te mentionner ta meilleure scène, est-ce qu'il y a vraiment un moment qui sort du lot? Oh, waouh. Oh là là, c'est dur. Je crois qu'une de mes meilleures scènes, c'était le Pride Comedy Show de l'année Ok. dernière, où ma vidéo de mes roues est sortie. Parce que en 6 mois, j'ai réussi à créer un sketch banger, Ok. justement sur la transidentité. Et du coup, j'étais hyper fière de moi, on l'a beaucoup, beaucoup bossé. Et c'était trop bien parce que du coup, quand je suis arrivée sur scène, déjà, c'était un public à peu près conquis, Mhm. donc confiance. J'étais tellement à l'aise que du coup, je mettais des silences de ouf, genre vraiment longs. Et je sais pas, je me suis sentie bien sur scène. Ok. Genre vraiment, genre c'est ma place. Parce que cette émission, bon, histoire un peu compliquée, mais au début, ils hésitaient à me mettre. Ok. Parce que j'étais quand même nouveau dans le stand-up. Ok. Mais je suis le seul à parler de ce sujet, machin. Et en fait, Nicolas Vital, qui gère l'émission, qui fait la programmation, est venu me voir à la Mute, Mhm. à mon plateau, et a vu que je gérais 100 personnes en MC, quoi. Ok. Et du coup, après, il m'a proposé. Et du coup, je me suis sentie très blessée de ne pas être pris au début, je crois. Ok. D'un truc d'ego, un peu. Mhm. Surtout sur un truc LGBT, tu vois, je me suis dit, bon, là, ça peut être mon endroit, quoi. Et quand j'ai été pris, j'étais là, ok. Genre, je vais montrer que vraiment, c'est mon endroit. Et du coup, j'étais extrêmement fière. Ok. J'ai senti que j'avais passé un niveau, quoi. Je pense que c'est ça, ouais. Et en plus, c'était ta première télé, vraiment expérience télé Non. filmée? Non. Oh, j'ai manqué quelque chose. Et Oh. oui, oui, bon, ça, c'est... Et dans ma première expérience télé, c'était Comédie Plus X Barbès Comedy Club avec Charlet. Ok. Je faisais partie des émissions sur l'émission de Tania Dutel. Ok. Désolé pour cette... Non, non, pas du tout, mais Imprécis. c'est juste que Imprécision. c'est... En vrai, la vidéo ne me ressemble pas du tout. Ok. Enfin, ni ma manière de jouer, ni physiquement. J'essaye de jouer sur la gêne, on dirait du théâtre. Ok. J'aurais pas dû filmer si tôt, honnêtement. Ok, Ça, c'est un mais- conseil que je peux donner, c'est les émissions, prenez votre temps, vraiment. Mais par contre, ton sketch où tu parles donc du Mérou sur le Pride Comedy Show sur Comédie Plus, vraiment très réussi, très bon sketch. Merci. J'ai beaucoup aimé. Mais c'était euh, mon premier petit buzz. C'est très drôle. Oui, Et ça te ressemble, oui. je pense. Ah oui, oui, de ouf.
Et après 6 mois complets à la petite loge, tu annonces que ton spectacle passe dans une plus grande salle, à la nouvelle scène, mais le spectacle évolue encore. Parce qu'il y a aussi un changement donc, que tu dois aborder, c'est que tu as enfin pu faire ta mammectomie, donc une ablation des seins. Ouais. C'est bien ça. Et donc tu veux l'ajouter dans le spectacle. Oui. Ou même tu dois l'ajouter dans le spectacle, tu penses? Alors déjà, j'ai fait ma mammectomie cet été, donc j'ai déjà joué à la nouvelle scène avant. Ok, pardon. Donc non, t'inquiète. Non, mais comment cette partie là pas non, mais oui, tu peux pas tout savoir, c'est pas grave du tout. Mais du coup, déjà, je devais changer mon spectacle en parlant de transidentité. Ok. En étant plus direct. Et aussi, le premier changement, ça a surtout été la testostérone. Donc la testostérone qui change ta voix. Et du coup, au début, tu fais vraiment, t'as l'air de Tarzan, quoi. Et du coup, j'ai vraiment dû gérer avec ça les changements de voix, la pilosité qui vient. Enfin, mon corps changeait en même temps que j'avançais mon spectacle sur ma transition, quoi. Du coup, ça, c'était les premiers changements. Changer des blagues, de trucs, de machin. Et après, l'été, donc en juin 2023, j'ai fait ma mammectomie. Et oui, j'ai dû changer mon spectacle parce que la fin de mon spectacle, à la base, c'était moi qui disais « je rêve de faire une mammectomie ». Voilà. Donc c'était un peu gênant si je l'avais faite. Oui, c'est ça. Et puis j'avais aussi envie d'en parler parce que pour moi, c'est ce que je raconte aussi dans mon spectacle, sans spoiler trop, quand je me suis réveillée de l'opération, je me suis dit « ah, j'ai atteint quelque chose dans ma transition ». Il y a quelque chose qui... c'est bon. Je sais qui je suis là-dedans, quoi. Et du coup, je trouvais que c'était une belle fin pour le spectacle. Mais donc c'est ça, c'est que ton spectacle transitionne en même temps que toi. Oui. Et donc il y a beaucoup de choses qui évoluent, ce qui fait que le spectacle a beaucoup changé par rapport aux gens qui ont vu Inclassable et maintenant... les gens reviennent de ouf. Moi je suis très fière de ça. Et il y a 2 personnes qui travaillent aussi sur ce spectacle avec toi. Oui. C'est Amiel Mokad et Sandra Calderan. C'est ça, tu l'as dit très bien. Magnifique. Est-ce que tu peux expliquer un peu le rapport au spectacle? Alors Amiel, c'est mon meilleur ami. Donc à la base, on a une relation d'amitié qui a toujours été liée au travail parce qu'on s'est rencontrés dans le stand-up. Il m'a vu sur scène parler de trucs queer, je bidais au Café Oscar, aux auditions du Café Oscar à Paris. Et du coup, il est venu me voir en me disant mais enfin c'est trop bien que t'en parles de manière positive du fait d'être queer. Je suis queer aussi, je fais du stand-up. Viens, on prend un café, quoi. Okay. Et du coup, on a pris un café, on s'est méga bien entendu. C'est quelqu'un de très intelligent. J'ai eu du mal à officialiser le fait qu'on travaille ensemble parce que j'étais persuadée qu'il fallait quelqu'un de connu à la mise en scène pour faire connaître ton spectacle. Et en fait, c'est Michael Chérignan dont je parlais, j'ai voulu travailler avec lui et il avait pas le temps. Et il m'a dit, mais t'as pas besoin aussi de moi parce que t'as Amiel avec toi, quoi. Et du coup, là, on a officialisé. Et là, sa place dans le spectacle, je sais pas comment expliquer. Moi, je dirais plus directeur artistique que mise en scène. Parce que c'est quelqu'un qui réfléchit vraiment à comment travailler mon image. C'est quelqu'un qui a travaillé dans la mode beaucoup. Donc, ça compte beaucoup. C'est quelqu'un de très politisé. Donc, on fait attention à tout ça. Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant ? Du coup, ça a été un accompagnant au début plutôt. Sur qu'est-ce que je veux dire sur scène. Est-ce que je veux vraiment le dire ? Est-ce que ça me parle vraiment ? Est-ce que c'est vraiment moi ? Comme c'est quelqu'un qui me connaît, genre... jusqu'au fond du cœur de mon âme. Il pouvait me dire non mais là tu veux pas aller par là. C'était surtout ça son rôle au début. Un peu un travail un peu comme Navo avec Kian. Mais peut-être moins dans l'écriture. Moins dans l'écriture, c'est vrai que moi il m'aide dans l'écriture, hein. Il me fait des retours, machin, mais j'ai besoin que la source de l'écriture ce soit moi, pour des questions de me sentir légitime. Mais par contre, il y a plein de blagues qu'on a travaillé ensemble et tout, ça c'est sûr. Et la mise en scène, il m'a vraiment aidé à taffer ma confiance en moi. Et du coup, les silences. Assumer ces silences. Mais tu le fais très bien. Je trouve. On l'a beaucoup taffé, je suis très fière. Mais sans lui, j'aurais pas réussi parce qu'il me disait, je te jure, tiens-le. Et moi, j'étais là, je te crois pas. Je le tiens, ça marche. Là. Très bon conseil parce que moi, c'est un truc que je me suis dit quand tu es sur scène, c'est il est sûr que ces blagues sont drôles. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, il y a un truc qui se transmet. Si la personne est sûre que c'est drôle, on se dit que c'est drôle. En fait, il est convaincu de ça. Je le suis aussi. C'est un peu Jason Brokers qui avait ça aussi. C'est de monter sur scène. Quand il montait au Jamel Comedy Club, il disait vous inquiétez pas, hein, moi je suis super drôle. C'est vrai. Il rentrait en commençant en disant ça. Et après, après il faut l'assumer. Hein. Faut derrière être super drôle. Mais moi, ça faisait un truc de. Et il est trop marrant. Mais ça, c'est Dena aussi qui m'a appris ça. Qui m'a dit tu peux dire ce que tu veux sur scène tant que tu y crois. On a des bruits de porte. On a des bruits de porte. J'espère que vous en profitez bien. Les fans de bruits de porte sont en kiff. Ils disent, enfin, c'est ce qui manquait dans le podcast. Beaucoup d'informations sur les humoristes, parfois des problèmes dans les dates, mais on n'avait pas assez de bruits de porte. Et Sandra Calderan ? Sandra Calderan, c'est une personne que j'ai rencontrée un peu par hasard en me faisant couper les cheveux chez un pote. Encore une fois, vraiment des activités queer.
Et en fait, je la rencontre et je sais qu'elle travaille dans le spectacle. Je l'invite à mon spectacle à Toulouse et j'adore ses retours. Je trouve qu'elle a capté quelque chose, quoi. Elle me dit, c'est con, hein, elle me dit juste respire. Et c'est vrai que j'avais pas respiré pendant 1h30. Genre, tu bois pas d'eau, tu respires. Et c'est con, mais je me suis dit, ah, cool. Et en fait, son travail à elle, en partie, elle fait plein de choses. Mais une de ses grands talents, c'est d'aller travailler avec des gens dans n'importe quelle discipline et de faire ressortir l'histoire et la dramaturgie. Okay. Mais de n'importe quelle discipline. Du cirque, du théâtre, du stand-up, de la scène en général. Okay. Quoi. Donc elle avait jamais travaillé sur un spectacle de stand-up. C'est ça qui m'intéressait aussi. Et moi, je l'ai prise parce que je voulais travailler, essayer de se séparer du fait d'être drôle toutes les 30 secondes. Que des fois, genre juste tu peux être dans la vérité, que c'est ok, que ça t'enlève pas de la légitimité du stand-up. Du coup, on a beaucoup travaillé la dramaturgie du spectacle. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait le lien vraiment entre tout, comment on peut mettre des petits éléments qui reviennent à la fin, machin, tout ça. Tenir en haleine, quoi. Et qui m'a aidé à voir le fond du spectacle, voilà. Okay. Par exemple, quand j'ai fait ma mec et je voulais rajouter ça dans le spectacle, on a fait 3 jours de résidence, on s'est demandé comment on l'ajoute, est-ce que ça rechange tout le spectacle ou pas. Ouais, qu'est-ce que ça change, où le placer, c'est ça, elle c'est vraiment son expertise, elle est pas du tout dans le côté blague. Okay. Ça c'est vraiment moi et Amiel. Elle est dans le côté viscère. Ok. Ouais. Ah, super intéressant. Ouais. À fond. Bah, trop bien que tu aies une équipe. Franchement, je suis trop fière. Avec qui travailler, c'est super chouette. Et en plus, les autres humoristes avec lesquels vous échangez beaucoup et vous vous soutenez, je trouve ça super chouette. Ouais, de ouf. À entendre en tout cas. Après, en septembre, tu participes également à l'émission 69. Oui. Donc 69 artistes. Pas sorti. Qui n'est pas encore sorti. Qui sort en juin. Ah, qui sort en juin. Trop bien. Je voulais avoir cette information. 69 artistes qui ont 69 secondes pour faire un passage autour du sexe, du désir, de l'amour ou de la région géographique de Lyon. Oui. Comment tu as vécu cette expérience d'être avec 69 artistes et de parler de ce sujet-là et d'être dans une émission de Kian Kojandi, c'est aussi une forme de validation. Ouais, de ouf. Bah, je t'avoue que Kian, je l'ai rencontré avant, du coup. En fait, ma productrice travaille avec lui. Okay. Valentine Mabi, d'ailleurs, qui m'aide énormément. Enfin, une grande histoire d'amour. D'amour professionnel. Que Valentine n'apprenne pas quelque chose dans ce podcast. Professionnel, Valentine. Il y a Lou qui écoute, qui est là. Oula. Oui, c'est ça. Pas au courant, ça. Lou qui n'est pas toi. On le reprécise. Je me suis. J'ai hésité, hein, moi-même. Du coup, Kian, on s'est rencontrés grâce à Valentine. Et j'étais fière parce qu'il était impressionné par mon assise sur scène. Le fait que je sois ancrée. Et la manière dont j'abordais les sujets, parce que je parle beaucoup de BDSM dans mon spectacle, parce que je trouve que c'est une pratique qui m'intéresse beaucoup et qui est passionnante, parce qu'on est trop bizarre et les humains sont trop bizarres et j'adore. Et c'est décidément du teasing sur le spectacle. Oui. Super bien. Vraiment, si là vous êtes en train d'écouter cet épisode, allez cliquer, réservez, prenez le spectacle, parce que moi ça me tease de ouf. Ah ouais, c'est vrai. Ah, trop bien. Mais du coup, on s'est rencontrés là et c'était trop cool. Après, on a refait des mini-tournées comme ça. Ils faisaient des 20 minutes. On faisait 3 x 20 avec Serena Yari, donc que j'ai aussi rencontré. Et en fait, c'était assez plaisant d'être mis en avant pour la première fois par un mec 6-7. Parce que Shirley, genre, m'a de ouf aidé et la première personne à m'avoir aidé. Mais dans la tête des gens, quand j'étais mis en avant par Shirley, c'était parce que j'étais queer. Parce que c'est une personne queer. Le raccourci qui voilà. Et du coup, là, j'ai senti que je passais à un autre step, quoi. Un peu. C'est con, j'ai pas envie de dire ça. Non, mais je comprends. Mais c'est une réalité aussi, quoi. Et du coup, quand j'ai fait 69, franchement, j'étais avec les copains. Parce qu'il y avait aussi Tani, il y avait Mao, enfin, tu vois, il y avait la team, ma Marie, d'ailleurs. Ouais. Bon, hâte de voir cette émission. Ouais, de ouf. Donc, Julien Santini, que j'adore. Ah, Julien. Je l'aime tellement. Qu'est-ce qui me fait Mais moi, quand ça va pas, je regarde, c'est réel. Je les connais, mais... Et on a fait l'émission du Jamel ensemble aussi. Ok. Ouais, j'étais trop content. Mais on va y arriver d'ailleurs, hein, je pense. Arrête d'aller trop vite dans ta chronologie. Non, c'est très très bien. Tu utilises même sur la suite du podcast. Et donc en octobre 2023, tu fais une super chronique sur France Inter qui fait le buzz avec plus d'1 million de vues dans laquelle tu parles des personnes trans aux Jeux Olympiques, des tournois d'échecs et également. C'est super drôle. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est une très très bonne chronique. Merci. Et tu dis que ça t'a fait passer un step de carrière et de confiance en toi. Pourquoi ? Donc du coup, pour remettre le contexte, j'avais qu'une seule chronique. J'avais que 3 minutes et c'est tout. Et c'était vraiment un jeune tremplin. Voilà, il y en a plein qui le font. Et du coup, t'en as qu'une seule, quoi. Donc je me suis beaucoup mis la pression comme j'aime bien faire. Et en fait, je
je sais pas, ça faisait longtemps que j'avais pas écrit des nouvelles blagues sur des nouveaux sujets, donc je me sentais pas trop en confiance. Et en fait, j'ai réussi. En fait, je sais pas, j'ai trouvé des idées, je les fais relire à des gens, oser faire relire à des gens. Franchement, ça aide trop. Enfin, même moi, relire des textes de mes potes, ça m'aide trop à avancer moi. Enfin, franchement, j'écris pas sans les autres, quoi. Et c'était pas ta question. Pourquoi ça a changé? Ouais. Bah parce que en fait, je suis passée dans le mainstream. Ok. Je l'ai pas dit, dans le mainstream. C'est-à-dire que jusqu'ici, dans ma salle, quand même, il y avait beaucoup de personnes queer. Il y avait très peu de personnes pas concernées ou qui étaient ramenées, mais le bouche à oreille prenait du temps à se faire, quoi. Et là, je suis passée dans un média mainstream où, a priori, plein de gens ne me connaissaient pas. A priori, beaucoup de gens n'étaient pas concernés, mais quand même, France Inter, plutôt de gauche et du coup, genre, assez enclin à entendre ce genre de thématique. T'es pas passé sur CNews. Oui, voilà, c'est ça. Et, Ça aurait été très marrant. Mais tu sais qu'on m'a proposé La France a un incroyable talent. Ah, J'ai dit non. ok. J'ai pas vu le lien que tu faisais avec La France Incroyable Talent. Et Bah parce que ça, c'est du mainstream qui me fait peur. Ah, ok, d'accord. Parce que là, c'était fin et tout. Enfin, tu vois ce que je veux Ok, dire? ouais. Là, j'ai pas envie de dire je suis trans comme ça. Mais La France Incroyable Talent, c'est M6, non? Oui, bon, c'est Oui. M6, moi, je sais pas. Mais c'est une grande chaîne quand même. Je suis dans les précisions. Non, j'étais là. t'inquiète, t'as raison. TF1, je suis perdu. Ils ont changé d'émission à ce point-là. Ok. Donc voilà, bon, ça, c'est un autre exemple. Et du coup, je suis passée dans le mainstream. Et du coup, c'était un gros test. C'était savoir est-ce que ça va marcher quand c'est pas des personnes concernées. Et en fait, ça a tellement marché. Et du coup, ouais, il y a eu genre un gros buzz. Mes salles ont rempli tout d'un coup. Et bon, faut garder le truc, hein. Un buzz, maintenant, ça suffit plus à remplir des salles. Enfin, pas sur le long terme, quoi. Et ouais, du coup, ça a amené d'autres gens dans mes salles. Mais la première fois que j'ai fait mon spectacle après la chronique, où tout d'un coup, ça remplissait, je me suis retrouvée devant un complet de gens qui venaient de me découvrir. Et j'étais en mode, peut-être je suis pas à la hauteur. C'était ma première émotion. T'as mis une c'était petite ça. pression derrière. Ouais. Il faut suivre maintenant. Ouais, de ouf. Et ça va? Oui, maintenant j'ai capté que c'est pas de la magie, c'est mon travail. C'est pas un coup de chance. Oui. Non. Mais très 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 bonne chronique, vraiment très drôle. Mais je l'ai rodé, je l'ai rodé en comédie club et tout. Hein. Oui, mais super efficace dans l'actualité en plus. On entend beaucoup de choses sur ce sujet-là, jamais de personnes concernées la plupart du temps. Super drôle. Donc, c'est ce que je disais, c'est entendre des choses qu'on n'entend pas de personnes qui savent de quoi ils parlent. C'est toujours intéressant. Ouais, de ouf. Moi, j'en avais marre des chroniques sur les meufs trans dans le sport, en fait, fait par des gens pas concernés, toujours les mêmes blagues. Et du coup, quand on m'a dit tu fais une chronique, j'ai dit je fais ça. Ouais. Tu l'as très bien fait, en tout cas. Félicitations pour ça. Merci, j'en suis très fière, j'avoue. En janvier, la Tout Comedy Club invite la Meetup à Bruxelles. C'est là où je t'ai demandé pour faire le podcast. Et en janvier 2024, de nouveau à la mutinerie, décidément on ne la quitte pas, tu organises un show 100% trans. Tout à fait. Une première en France. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi de mettre en avant ce genre d'événement? Je pense que la réponse est évidente. Non, pas du tout. J'ai fait ça parce que j'étais obligée. Je déteste. Oui, cette soirée, elle était hyper importante pour moi parce que donc je suis très tout seul dans les comédie clubs et tout. Enfin, vraiment, à moins que je me trompe, j'ai pas vu d'autres personnes dans les comédie clubs dire je suis trans, quoi. Enfin, non. Et pour regarder énormément de stand-up. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. En France, en tout cas. En France, mais je disais au Québec, c'est plus répandu, mais c'est quand même pas si répandu que ça. Oui, voilà. Mais là, je suis seule, quoi. Il n'y a pas 1000, quoi. Et en fait, au début, ça m'a mis la pression. C'est-à-dire que j'avais peur qu'il y ait d'autres personnes trans qui viennent dans le stand-up et que j'ai plus ma place. Et c'était bête de penser comme ça de ouf. J'ai pas aimé cette pensée à l'intérieur de moi. Et je sais que c'est lié au fait que c'est un milieu, comme beaucoup de milieux, où si t'es une femme noire, on te dit, bah, du coup, il y a une place pour une femme noire, c'est tout, quoi. Et pareil pour quand t'es trans, bah, il y a ce trans qui fait du stand-up, tu vois. Alors qu'il y a plein de modèles de mecs cis-hétéros qu'on revoit beaucoup et qui se ressemblent, et là ça pose pas problème. Du coup, je me suis dit que c'était bête de penser comme ça. Du coup, de penser ce truc compétitif. Et moi, pour m'aider dans la compétition, je vais parler aux gens. Je leur dis par exemple, si je suis là, ton sketch est trop réussi, au lieu d'être là, moi j'y arrive pas, je vais voir la personne et je lui dis, mais comment t'as fait, tu as pensé comment, machin. Ça m'aide à enlever la compétition et l'ego, juste penser en termes de taf. Et du coup, je voulais être entourée de ces personnes trans, montrer qu'on était plusieurs à monter dans le stand-up et surtout montrer qu'on avait des choses extrêmement différentes à dire. Et franchement, aucun sketch ne se ressemblait. C'était trop bien. C'était ouf. Je pense que c'est quelque chose qu'on va refaire, qu'on va exporter un peu. J'aimerais bien. À fond. Ouais. Je serais super chaud de venir voir le spectacle. Comme je te dis, quand on revient sur le truc de curiosité, tu me dis, il y a plein de gens qui parlent du même sujet différemment. Je veux savoir c'est quoi leur point de vue là-dessus. Ouais. Et je trouve ça super intéressant. Et après, en mars 2024, tu réalises un gros rêve pour lequel je te jalouse énormément. I'm sorry, I'm not sorry. C'est de participer à l'émission du Jamel Comedy Club. Donc on en a parlé tout à l'heure. Tu regardais, étant petit, les DVD en boucle. Oui. Maintenant, tu es dans le Jamel Comedy Club. Comment c'était de réaliser ce rêve-là? Et est-ce que tu as d'autres rêves qui sont à cocher dans ta liste de rêves à cocher?
Bonne question. Merci. Merci, c'est mon Je travail. suis validé dans mes questions. Wow, Trop bien. wow. Bravo pour petit, quand j'étais petit. Oh, t'as vu hein. J'ai sué, j'ai... Ouais, c'est là. Oui, mais à ce moment-là, se considérer comme petite, qu'est-ce que j'utilise? Je ne sais pas. C'est une blague dans mon spectacle. Point E. Je dis Comment- tout en petitesse. Voilà. Merci Mais, de le souligner derrière pour que je redevienne mal à l'aise. J'adore mettre mal à l'aise les gens, j'aime. Dans la vie, pas sur scène. Venez à mon spectacle. À la nouvelle scène. Mais du coup, le Jamel, en plus, ça arrivait vraiment. En fait, j'ai fait une scène au Jamel qui était une soirée privée. C'était pas du tout le Jamel Comedy Club, c'est juste Ok. le lieu est pris. Et c'était une soirée gay. Donc, on m'invite, je suis contente de jouer dans la salle et tout, mais ça fait pas partie du Jamel Comedy Club. Et ça marche très bien, je suis très content, j'aime bien la salle. Et en fait, je savais pas, mais il y avait du coup l'un des programmateurs du Jamel, quoi, Trop bien. qui a vu et qui a appelé ma prod en disant franchement j'ai adoré, j'aimerais trop qu'il soit sur l'émission. J'étais ah bon et tout, mais on s'est appelé et je lui ai dit bah vas-y dis-moi en plus, voilà, il m'explique l'émission, je dis mais pour moi c'est ouf et c'est moi qui lui ai dit mais est-ce que t'es sûr, parce que là tu m'as vu devant des gens concernés, c'est pas pareil. Devant les gens pas concernés, je te le dis tout de suite parce que même moi j'ai pas envie Ouais. de passer par j'en rêve et puis après ça n'arrive pas, j'ai pas envie de vivre ce moment quoi, donc je te le dis tout de suite que c'est pas pareil, c'est pas que ça marche pas, Mhm. c'est pas le même engouement. Et il m'a répondu un truc que j'ai kiffé, il m'a dit on s'en fout, il faut habituer les gens à faire à avoir ce genre de propos et c'est en les habituant qu'ils vont rire de plus en plus. Et là j'étais là I like you. Et franchement il m'a trop encouragé, enfin c'était trop bien, il me disait mais on s'en fout, même si c'est une émission ça rigole pas, le Jamel a toujours été un endroit où on parlait des oppressions avant tout le monde, enfin tu vois. Ouais. Et Clairement, du coup, clairement le ouais, Jamel Comedy Club on se mérite de ouf, c'est d'avoir Mm. ouvert énormément. Je veux dire, grave, c'est les premières fois qu'on voyait ouais. plein de communautés différentes au même endroit qui jouent. Des gens concernés parlaient de leurs trucs. Ouais. Ouais. Donc du coup, moi, ça a été trop bien. Ça a été beaucoup de stress, de ouf, vraiment beaucoup de stress. D'adapter les blagues, de bien faire attention parce que je voulais quand même que ça se passe bien, quoi. Mhm. Quel sketch tu donnes aussi, ça c'est une grande question Oui. quand tu fais une émission parce que tu Ouais, donnes comment un on bout de choisit ton spectacle. En plus là, vraiment le Jamel, toutes les émissions que j'ai faites avant, après c'est sur des chaînes payantes. Donc en vrai, il y a pas beaucoup de gens qui le voient. Comédie Mhm. Plus, Oui, oui. franchement. Enfin, c'est des nerds comme toi ou des pros, tu vois. Mais du coup, là, ça va être sur YouTube, quoi, le sketch entier. Mhm. Donc pour moi, c'est. Enfin, tu vois. Tu sais quand? Normalement en juin, je crois. Juin. Ouais. Ok. Et je sais pas du tout comment ça va être reçu. En tout cas, ça s'est très bien passé. Trop bien. Mais du coup, ouais, c'était du stress, mais c'était vraiment le rêve. Je crois que le moment où j'ai vraiment réalisé que c'était mon rêve, c'est quand l'émission a commencé. Enfin, d'autres émissions d'avant, mais juste on était en haut dans les loges et t'as la télé qui s'allume. Et tu vois, en plus, le Jamel Comedy Club, c'est une émission très particulière parce que c'est comme un talk show à l'américaine. Mhm. Il y a des invités, il y a des intersketchs. Enfin, tu vois, c'est en fait le stand-up, les gens qui font du stand-up seuls sur scène, genre qui ont un sketch, quoi. On est 3 dans l'émission. C'est Ok. limite le truc un peu anormal dans l'émission, Mhm. tu vois. Du coup, ouais, c'est vraiment un talk show à l'américaine avec des bêtes de personnalité. Moi, je suis dans l'émission avec Eddie De Preto. Ouais, donc du coup, j'étais trop content. Je sais pas, c'était ouf. Ok. C'était vachement bien. Bah, j'ai hâte de voir. Je suis de plus en plus jaloux au fur et à mesure que tu avances dans certaines explications, ce qui est très bien. Et j'avoue, pour moi, c'est un. Mais même juste que moi qui regardais les Jamel toute mon enfance, Mhm. en mode genre, en voyant pas de personnes qui me ressemblaient, je me dis, mais là, je suis au Jamel et genre, peut-être il y a des gens qui vont me voir sur YouTube et se dire, Mhm. attends, mais moi, je suis trans, j'ose pas le dire, j'ose pas vivre ma transidentité. Il y a quelqu'un sur scène, là, au Jamel Comedy Club, Ouais. pas une soirée LGBT, Mhm. Jamel Comedy Comedy Club, Club, ouais. qui est en train de dire avec joie, je suis trans. Mais moi, j'avais ça avec, on revient sur Yacine Bellous. Ouais. Je voyais quelqu'un que je me disais, quelqu'un qui a l'air timide. Ah, juste ça. trop chou. Quelqu'un Ouais. qui est pas dans le je suis un showman, je suis super Capte. à l'aise sur scène, qu'est-ce Ah, que je c'est suis trop bien, mignon. nanana. Juste, je suis une personne lambda qui est juste des bêtes de blagues et qui les fait et qui a son univers à lui. Et tu fais, waouh, mais en fait, c'est pas que des Jamel. Ouais. Il n'y a pas que les Jamel de ce monde qui Non. peuvent faire du stand-up. Il y a aussi des gars plus discrets. Ouais. Et j'étais là, moi, je me reconnaissais dans un gars discret. vois ce que je veux Ah, j'avais pas vu ça comme ça, c'est vrai. Bah donc j'espère qu'il y a des gens qui vont regarder et qui vont s'identifier à toi et que ça va leur donner envie de faire du stand-up peut-être plus tard. Ouais, Ça grave. serait trop chouette, en vrai. Je pense être revenu sur une bonne majorité de ton parcours pro. Oui, tu m'as demandé mes rêves futurs, mais apparemment tu t'en fous. Oui, pardon, non, excuse-moi, non, vas-y. Mais je rigole. Mais tes rêves futurs, vraiment. Mais en plus, je sais pas. C'était juste pour Mais me... en fait, pendant longtemps, je rêvais de faire Montreux, évidemment. C'est plus le cas? Pour être honnête, je suis pas en accord avec leur programmation.
Notamment l'année dernière, il y avait un plateau avec... Enfin, il y a tellement peu de meufs, quoi, déjà. Mhm. C'est la première étape. Il y a déjà peu de meufs. Moi, ils voient qui je suis. Hein. Ils savent qui je suis. Mais j'ai déjà reçu un truc, je devais faire une première partie à un moment, et on m'a dit non, ça parlera pas aux gens. Ok. Et en fait, on a dit ça à Mao Drama, on a dit ça à Tani. En fait, c'est toujours les mêmes personnes à qui on dit ça. C'est donc des gens qui sont issus de minorités, plutôt queer, plutôt des meufs, parce que quand même, le stand-up est assez OK pour les mecs racisés, quand même. Mhm. Tu vois, enfin, je pense que c'est difficile, et je dis pas que c'est pas difficile. Mais Non, mais c'est un art qui est quand même... Mais historiquement, déjà, le Jamel Déjà. Comedy Club, on est Voilà. en 2005, première saison, on a des personnes racisées. Ouais. On est là, 2024, première personne trans au Jamel Oui. Comedy Club, donc ça montre aussi Oui, que oui, c'est ça. on n'est pas au même niveau dans Oui. l'évolution, quoi. Oui, de ouf. Mais oui, du coup, je sais pas, j'ai un peu déchanté. Je trouve qu'il y a un peu d'injustice. Enfin, moi, je l'ai vraiment senti. Je sais que je taffe. Je sais que je suis à la hauteur. Pour le coup, je le sais, quoi, tu vois. Tu sais que ça remplit aussi. Je sais que ça remplit, je sais que... Mais là, ma prod leur a vraiment envoyé un mail en disant, en fait, genre, c'est quoi vos critères de sélection? Parce qu'avant, c'était, non, mais ça remplit pas, non, mais ils sont pas assez connus, machin. Maintenant, Mao Drama, elle a presque 100 K, elle remplit jusqu'à la fin de l'année, moi je remplis, Tani remplit. Et on est là, il vous faut quoi de plus? On fait 1 million de vues avec France Inter. Si vous nous prenez pas, il y a plus d'excuses, c'est, vous êtes pas OK avec nos sujets. Et en fait, j'ai pas envie de jouer dans un endroit où les gens sont pas, veulent pas me mettre en avant. Mais en vrai, si on me le propose demain, je suis là, bien sûr. Mais je trouve aussi que ça a changé Montreux. Ouais, je trouve que la qualité a baissé. Et je suis, pour le coup, mais peut-être je suis un peu dure, mais je sais qu'il y a des gens qui ne font pas du stand-up qui me le disent aussi, qui regardent moins Montreux. Mais peut-être c'est le seum qui parle. C'est Peut-être. très possible. Peut-être. Franchement, c'est peut-être le seum qui parle. C'est peut-être le seum qui parle. Mais c'est pas pour moi, je trouve que critiquer. c'est très variable, quoi. Oui. C'est le stand-up. Non, mais en vrai, si on me dit tu le fais, je le fais. Hein. Enfin. En même temps, tu as ce truc de si tu le fais, maintenant, la communauté queer sera représentée à Montreux. Oui, Et c'est ça. Donc il y a C'est le vrai. double truc, quoi. Je pense que c'est un rêve, mais c'est juste que je suis fâchée. Ouais, je Fâchée comprends. qu'on me prenne pas parce que j'ai pas le niveau, mais parce que je parle de transidentité. Mais même les anglophones au Canada me disaient c'est quoi Montreux? Parce que quand ils tapent stand-up, le premier truc qui vient, c'est Ah, Montreux. C'est d'accord. trop bien fait au niveau référencement. Ah, ok. Bravo Bon, bah alors, j'ai à rien la dit. personne qui Montreux fait. programmé. Mais juste, j'ai le seum un peu. Mais c'est normal, il y a de l'ego aussi dedans. Oui, Hein. bah, Enfin, c'est le stand-up, c'est que. mais nous, maintenant, on le voit. Je sais pas comment tu le vis, toi, mais on sait qui est programmé à Montreux très vite, nous, parce que c'est dans le milieu, donc les gens nous disent, Ouais. moi, je vais faire Montreux cette année, machin, tout ça. Ouais, moi, je sais parce que juste que je suis pas du tout à là où tu en es Oui. dans ton évolution. Oui, Moi, j'ai peut-être. pas encore mon spectacle. Je suis pas. C'est encore. Bah, il y a des gens qui l'ont fait Jeune, qui n'avaient pas leur spectacle, hein, C'est vrai. franchement. Mais c'est juste que, du coup, on le sait. C'est vrai qu'il y a un truc d'ego où t'es là. Faut faire quoi pour y aller, quoi. Mhm. Ouais, je comprends. Mm. Mais voilà, si des gens Montreux écoutent, Mais ils savent ils qui je savent. suis. Ouais. Donc je vais Pas pas bête. transmettre de message. Donc je pense être revenu cette fois sur une bonne majorité de ton parcours. Oui. J'ai 2 questions que je pose à chaque épisode avant qu'on passe au name dropping. Ok. C'est qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait de faire du stand-up? Que j'aime le plus, c'est la sensation d'avoir trouvé une très bonne blague Mhm. et que tu sais que ça va être une bonne blague, même avant de la tester. Genre, je sais pas, ce truc où t'es là. Genre, ça, je sens que c'est un banger, quoi. Que tu as hâte de la faire. J'ai hâte de la faire et tu l'as fait et ça marche, quoi. Mhm. Ça, c'est trop bien parce que j'adore, moi, ce travail d'écriture, de recherche et du truc qui se débloque dans ton cerveau. Oh putain, oh, j'ai une idée. Personne l'a eu. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc ça, j'adore. Et ce que je déteste, c'est un peu lié. C'est, je ressens une pression de vite faire les sketchs, de vite les poster, de peur que quelqu'un d'autre fasse le même sketch et les mêmes angles. Et des fois, ça me stresse beaucoup. Je suis très... Pas forcément qu'on parle des mêmes sujets, mais les mêmes angles, ça me tend. Je Ok. suis là, ah merde, il faut que ce soit original. Il faut pas que... J'aime pas dans le mood dans lequel ça me met, je crois. Ouais. Ouais, c'est marrant. Tu viens de rajouter une peur que je n'avais pas. Et la dernière question, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière? J'aimerais bien... J'ai l'impression d'être avec le Père Noël. J'aimerais bien... Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Ok. Mon grand, grand, grand rêve, c'est de mettre mon spectacle sur Netflix, j'avoue. Ok. Parce que... Je sais pas. J'ai parlé de captation tout à l'heure, mais c'est juste parce que je sais que c'est un peu inatteignable. Donc j'essaye de trouver d'autres solutions de captation. Je sais pas, j'aimerais bien. Ok. J'aimerais bien. Bah, si Netflix Mais- écoute... Ouais, en gros, ce que je me souhaite à moi, et pas que pour moi, pas que pour mon spectacle, mais pour ce que je dis, mhm. c'est-à-dire que plus j'ai des gens dans ma salle, plus il y a des gens différents dans ma salle, plus je suis content pour moi, Mhm. évidemment, pour l'argent, pour tout. Hein. Enfin,
la fame, tu vois. Mais plus ça me rassure par rapport à la cause trans, qui c'est très compliqué en France là en ce moment pour les personnes trans. D'ailleurs, j'hésite à bouger à Bruxelles pour ces raisons, parce que les lois pour les personnes trans deviennent extrêmement difficiles. On est fichés, enfin c'est horrible. Mais viens à Bruxelles. Bah oui, mais mais mon spectacle est à Paris et c'est difficile on comprend d'être ailleurs. Ouais. Ben, on te souhaite ça pour la suite. Netflix, si vous écoutez, vous avez un spectacle à programmer sur Netflix, comme si Netflix écoutait. Oui, j'étais là. Enfin, Régis l'a demandé. Merci. On ne savait pas qui programmer, on avait plein de spectacles, on était là, que faire. On va passer à l'interview name dropping, donc je vais te demander à chaque fois de me donner une personne humoriste que je préfère. que tu pour chaque catégorie, et peu importe que la personne soit québécoise, française, allemande, peu importe, mais une personne pour chaque catégorie. Ok. L'humoriste, le ou la plus sympa que tu as rencontré. Tani. Ouais, Tani, c'est un soleil. Ça va. Ouais. L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus? Bah, Charlet Soignon, ouais. L'humoriste qui pour toi écrit le mieux? Ah, bonne question. L'humoriste qui écrit le mieux. J'hésite entre Ino JP. Je trouve qu'il écrit très très bien. Ouais. C'est ce qui se fait de mieux en Belgique. Je maintiens. Ouais, en termes d'écriture, Ino JP. Ouais, bah écoute, je vais rester sur Ino JP apparemment. C'est très bien, Ino JP. Ouais. L'humoriste qui pour toi joue le mieux, vraiment qui par son jeu vend le mieux ses blagues. Alex Ramirez. Ouais. Okay. J'étais impressionné par sa force de jeu. Un ou une humoriste qui t'a surpris dernièrement, soit que tu connaissais pas du tout et que tu as découvert, soit quelqu'un que tu n'avais pas vu depuis longtemps et qui est revenu super fort. Ah, c'est dur celle-là. Ouais. Qui m'a surpris. Je pense que Poulet de Feu me surprend à chaque fois en fait, parce que c'est pas du tout mon type d'écriture ni mon type d'humour, j'avoue tout. Mais à chaque fois, je suis mort de rire. Ouais. Quoi. Moi, ça a été la personne que je connaissais pas du tout. Oui. Et qui je me suis dit waouh, j'adore. Ouais, j'étais trop content de l'emmener. Très très bon. J'étais là très fière de ce plateau où j'ai fait ma prog justement avec des gens aussi différents et j'étais trop fière. Maintenant, je vais te demander de choisir entre deux humoristes. Il faut que tu me dises la personne qui te fait le plus rire entre les deux. Donc le critère, c'est vraiment le rire. C'est pas l'humoriste que tu préfères entre les deux. C'est celui qui va te provoquer le plus de rire. Pour essayer d'avoir quelque chose qui est plus ou moins objectif. Entre James Acaster et Anna Gatsby. James Acaster. Ok. Bah, c'est juste que Anna Gatsby, ce qui me touche le plus, c'est quand elle a dit je fais plus de blagues. Okay. Non, vraiment les gros rires James Acaster. Ouais. Okay. Entre Kian Kojandi et Yacine Bellous. Yacine Bellous. Entre Shirley Soignon et Tania Dutel. Shirley Soignon. Je crois, ouais, parce que en fait, moi, je suis très très sensible aux act-out et Shirley en a beaucoup des trop drôles. En fait, Shirley, je trouve, est dans son stand-up, mais c'est pas du tout le style de Tania. Elle peut partir dans des impros très longues, aller jusqu'au bout du truc, et ça me fait mourir de rire. Entre Moana et Marine Sergent. Alors là, je sais pas du tout. Ok. Ah ouais. Les deux me font rire, mais à différents endroits. Okay. Du coup, c'est difficile de partager. Mais elles seront très contentes. Si ouais, je pense. Mais vraiment, pour de vrai, j'y arrive pas. Ouais, pour de vrai, j'y arrive pas là. Entre Dena et Mamari. Oh, c'est dur celle-là. Attends la dernière alors. Oh là là, Dena et Mamari. Après, comme je t'ai dit, c'est une excuse pour faire des compliments aux deux. Donc, Non, mais en fait, c'est que Mamari, elle a des punchs, mais acérés, quoi. Genre vraiment des punchs où je suis là, je rigole pas, je hurle, je suis là, comme ça. Genre, c'est trop bien pensé. Et juste Dena, elle part tellement loin, comme Charlotte, tu vois, que dans ses act-out et tout, que ça me fait trop rire. Franchement, je sais pas, pareil. C'est juste deux rires différents, mais tout aussi beaux. Mais comme je t'ai dit, c'est vraiment pas pour que tu choisisses. Mamari et Dena, c'est dur, hein. C'est impossible. Et bah alors, entre Tani et Mao Drama? Je pense Mao. Okay. Je pense Mao parce que, pour la raison très simple je sais pas, Tani... En fait, les gens qui... Tani, elle me fait rire énormément. Ça, c'est pas la question de elle me fait rire ou pas. Mais Tani, elle est très... Elle est un peu comme moi dans le stand-up. Okay. Tu vois. Donc ça va être moins de surprendre. Oui, je suis plus en train de... On écrit beaucoup ensemble. Enfin, on n'est pas co-auteur ou quoi, mais je comprends d'où vient sa blague. Tu vois ce que je veux dire? Et je comprends comment elle écrit, comment elle y va. Et du coup, j'ai moins le truc où je suis étonnée. Okay. Mais parce qu'on on a des manières d'écrire très similaires. Alors que Mao, je ne comprends pas comment elle écrit. Non, mais cette personne enfin, tu vois, et d'ailleurs, on parle beaucoup du fait que moi, je considère qu'il y a une différence entre ce que je suis sur scène et ce que je suis dans la vie. C'est très
subtile dans le stand-up. Et Mao ne comprend pas cette question. Ok. Quand elle monte sur scène, c'est elle. Quand elle est dans la vie, c'est elle. Genre, c'est la même personne, quoi. Ok, ouais. Et je crois que du coup, c'est quelque chose que moi, je peux tellement pas faire que je suis là, je rigole de mais qu'est-ce qu'elle fait? Ok. Elle va tellement loin, donc voilà. Je pense que c'est ça la raison. Et dernière question, je finis toujours là-dessus, c'est qui est-ce que toi tu aimerais entendre dans le prochain épisode? Ma Marie. Maman. Ouais. Je pense que vous entendriez très bien et que ça te passionnerait aussi. Ok. Ouais. Ben, on en a parlé en prenant l'ascenseur pour descendre ici dans cet endroit un peu plus bruyant. Je ne sais pas si vous entendez les bruits. Sinon, vous dites, mais de quoi parle-t-il? Mais j'aimerais bien voir son spectacle. Comme j'ai dit, Oui, bien bien voir sûr, les pour le spectacles. voir avant. Je suis un peu embêté de ne pas avoir vu ton spectacle. Je t'ai vu plusieurs fois sur scène, mais je n'ai pas vu le spectacle. Ici, j'aimerais bien voir son spectacle complet. Oui, puis pour en parler, je pense que c'est bien de voir le spectacle. C'est intéressant. Ouais. Parce que je sais un peu ce qu'elle aborde, donc j'aimerais l'aborder ouais. correctement et voir comment elle l'aborde avant d'en parler. Exactement. Donc ça peut être très intéressant. Mais en effet, ce que j'ai vu de Mamari m'a déjà beaucoup fait rire. Ouais. Donc allez suivre Mamari et tous les artistes qu'on a mentionnés auparavant dans le podcast. Oui. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. J'espère ne pas te remettre en retard parce que maintenant tu me stresses avec ton train. Genre c'est moi le problème. Non, t'inquiète, ça ira très bien. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.